Bonsoir à tous. Nous voilà rassemblés pour une conférence sur le thème de la cuisine. Et quoi de plus normal finalement? La cuisine, ça rassemble. Surtout en France, seul pays au monde où, après un repas bien chargé, apéro, entrée, plat, plateau de fromage et dessert, on demande qu'est-ce qu'on mange ce soir. On est bien le pays de la gastronomie mondiale. La cuisine, ça rassemble, c'est simple, on profite autour d'une table, on cuisine ensemble et ça nous rend heureux. Et il me semble que c'est ça qui parle à nos deux invités ce soir. À vous, Monsieur Lignac, car ce qui vous a motivé à vous lancer dans la cuisine, ce sont les sessions marbrées, chocolat Fanny avec votre mère et votre sœur, mais aussi le bonheur de voir vos proches heureux au repas de famille lorsqu'ils mangeaient ce que vous aviez préparé. À l'époque, avant de vous lancer, vous vous dites, si je peux rendre heureux en cuisinant, c'est ça que je veux faire. Vous vous lancez donc dans la cuisine, vos débuts sont tumultueux. Vous commencez non loin de chez vous, dans l'Aveyron, auprès de Nicole Fage-Galtier, chef étoilé Michelin à l'époque, et qui vous enseigne la cuisine d'une main de fer. Ensuite, vous montez à Paris pour continuer de vous former. Vous cuisinez notamment pour Alain Passard à l'Arpège, avant de créer votre propre restaurant, le 15e, pour lequel vous obtenez une étoile Michelin en 2012. C'est à la création de ce restaurant en 2005 que votre carrière prend un second aspect, un aspect médiatique. En effet, l'ouverture du 15e est retransmise de bout en bout à la télévision dans l'émission Oui Chef. Cette carrière audiovisuelle se poursuit notamment avec Top Chef et Le Meilleur Pâtissier. Aujourd'hui, vous possédez 8 restaurants et 9 pâtisseries chocolateries à Paris, Londres, Dubaï et Saint-Tropez. Et vous ouvrez même à Saint-Barth prochainement. Et comme vous le dites, à la sueur de votre front, vous êtes devenu l'un des chefs les plus populaires de France. Ça vous parle également, Monsieur Bergerot, car ce qui vous a motivé, c'est aussi cette cuisine partagée en famille dès l'enfance. Vous apprenez aux côtés de votre mère l'art des crêpes. À 14 ans, votre rêve est tout tracé, l'école hôtelière de Lausanne. Mais votre père intervient, vous oriente vers la prépa et l'école de commerce. Mais vous n'abandonnez jamais votre rêve et ce rêve de cuisine que vous n'abandonnez jamais, il intervient après. Après vos études, ici même, vous passez par L'Oréal, puis Nestlé, vous grimpez jusqu'à diriger une filiale internationale majeure. Mais en 2001, à Toronto, tout bascule. Vous entrez dans une boutique de livres de cuisine, de Cookbook Store, dans laquelle les clients peuvent goûter avant d'acheter. Et là, le déclic. De retour en France, vous vous associez avec votre frère François, et vous ouvrez en 2004 le premier atelier rue Penthièvre, et votre mission, remettre les Français au fourneau. 20 ans plus tard, l'atelier des chefs a formé des millions de personnes, dont moi, au CAP Cuisine, avec un taux de réussite on ne peut plus satisfaisant. Vous avez même élargi votre offre à tous les métiers de la main, mécanique auto, mécanique moto, la pâtisserie, la couture, l'électricité et plein d'autres. Vous avez démocratisé la cuisine et revalorisé les métiers artisanaux. Aujourd'hui, vous associez avec les écoles de commerce pour valoriser le travail de cuisinier et rendre possible ce qui ne l'était pas pour vous à l'époque, se former aux métiers artisanaux tout en étant en école de commerce. Ce soir, la Sauce et HEC Débat s'unissent pour célébrer la cuisine sous toutes ses formes. Deux amoureux de la gastronomie, nos chers invités, partageront avec vous leur parcours, expérience et regard sur un univers mêlant exigence et créativité. À travers leurs échanges, nous découvrirons comment ils réinventent la cuisine d'aujourd'hui en conciliant tradition et innovation, exigence et accessibilité, image et talent. Et surtout, ce qui au fond continue de les inspirer et de les faire avancer. J'ai bien fait de venir. Hein. Ah ouais, c'est sérieux. Merci beaucoup, Louis. Merci à vous deux, Monsieur Bergerot et Monsieur Lignac, d'être ici ce soir et d'avoir répondu à l'invitation d'HEC Débat et de la Sauce. Donc, pour commencer, on aimerait vous poser quelques questions. On va tout d'abord revenir sur vos parcours respectifs et singuliers. Donc, tout d'abord, vous, Monsieur Bergerot, vous êtes également passé par HEC. Vous étiez ici il n'y a pas si longtemps. Et ici à HEC, on entend souvent parler en tant qu'étudiant des mondes de la finance et du conseil, mais le monde de l'entrepreneuriat reste réellement assez opaque. Donc ici, on aimerait tout d'abord vous demander et savoir ce qui vous a poussé
à créer une entreprise et qu'est-ce qui vous a dirigé vers le monde de la cuisine réellement et en particulier de la formation en cuisine? Alors, je vais vous faire une première révélation, c'est que je ne suis pas entrepreneur. Je me suis admis ça à moi-même il y a 2 ans. J'ai créé une boîte, ça c'est indéniable, mais je ne me sens pas du tout entrepreneur. Mais je vais vous dire en 2 mots pourquoi. La cuisine, Louis l'a dit, quand j'avais 14-15 ans, je rêvais vraiment de faire une école hôtelière. Et mon père, notaire à Bourges, m'a dit, écoute, ça ne m'arrange pas. C'est pas du tout dans les standards de la famille et de la maison. Et donc, si tu peux faire des vraies études, je le cite, si tu peux faire des vraies études, ça m'arrangerait. Et c'est vraiment ce contre quoi je me bats maintenant, c'est les préjugés en disant c'est pas des vraies études, c'est pas des vrais métiers. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en 84, il y a un ministre qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation, qui a dit qu'il voulait que 80% des Français aient leur bac. Il voulait une nation de col blanc. Et en fait, il a vidé les filières professionnelles et il a complètement dévalorisé tous les métiers de la main et de l'humain, comme on les appelle chez nous. Et donc, cette passion de la formation, elle est née avec l'atelier des chefs en 2004, où déjà on apprenait aux gens à faire des bavettes au poivre avec des patates ou des purées grands chefs. Mais depuis qu'on fait de la formation pro et qu'on accompagne les gens en reconversion ou en apprentissage vers des métiers qui sont tellement pleins de sens, là pour le coup c'est la révélation pour nous. Et c'est vrai que moi pendant 17 ans de l'atelier, j'étais persuadé que les seuls gens vraiment passionnés et intéressants dans ma vie, c'était les cuisiniers et les pâtissiers, parce que je les trouvais incroyables. Et depuis qu'on a chez nous des électriciens, des esthéticiennes, des coiffeurs, des fleuristes, des plombiers, je ne sais plus ce qu'on a comme métier, ils ont tous cette passion, parce que ce sont des artisans, cette passion, cette fougue, et ils parlent tous de l'art avec autant de passion que Cyril va vous parler de cuisine. Donc vraiment, c'est ce goût pour la transmission, on ne s'en remet pas tellement c'est chouette, quoi. Merci. Alors vous, Monsieur Lignac, vous n'avez pas suivi le même parcours que Monsieur Bergerot. Vous êtes formé d'abord au monde de la cuisine et non à celui du business et de l'entrepreneuriat. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes à la tête de nombreux établissements partout dans le monde. Alors notre question, c'est comment vous avez appris à devenir entrepreneur sans avoir reçu cette formation? Quelles ont été vos difficultés et comment les avez-vous surmontées? Oula, ça fait beaucoup de questions. Bonsoir à tout le monde, je suis ravi d'être là. C'est une première pour moi et je suis ravi de partager ma petite expérience. Alors déjà, en effet, comme disait Nicolas, c'est vrai que moi, j'ai pas passé mon bac, puisque j'étais à l'école, j'avais déjà redoublé 2 fois avant de passer le brevet, et puis je l'ai eu péniblement. Et au grand soulagement de mes parents, je suis parti au lycée hôtelier, donc j'ai appris la cuisine, mais j'étais pas forcément passionné non plus. Je suis devenu passionné au fur et à mesure de mes expériences, en effet, quand j'ai travaillé à Belcastel en apprentissage, et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est comme ça que, du coup, quand j'ai compris que ça donnait du sens, et que la cuisine, ça donnait du bonheur aux gens, et que surtout, moi qui étais nul à l'école sans arrêt, je me faisais engueuler, là je commençais à faire des choses bien, en effet, ça a quand même largement changé ma vie. C'est vrai qu'on n'est pas tous faits pour faire des études, et puis on peut aussi apprendre sur le tas. Comment je suis devenu entrepreneur? Je pense que c'est la passion de faire, l'envie de créer des lieux, l'envie d'avancer, l'envie de m'en sortir. Et puis, je suis curieux. Et donc, j'ai écouté, j'ai appris. Forcément, j'ai expert comptable, directeur financier, des gens qui travaillent à mes côtés. Mais j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup regardé. Et donc, je suis fatalement devenu entrepreneur parce que j'ai décidé de monter des business. Mais ce qui me passionne, c'est que j'ai commencé à monter un premier restaurant. Puis après, je me suis dit, j'ai envie d'avoir un bistrot. Donc, j'ai ouvert le Chardonnay. Puis ensuite, en face du Chardonnay, il y avait une boulangerie. Je dépensais de l'argent pour acheter du pain. Je me suis dit, je vais fabriquer mon pain. Non pas pour gagner de l'argent, mais juste pour dire que le pain, il sera fait par nous. Et puis du coup, après, j'ai fait des gâteaux. Puis ça a marché. Puis j'ai ouvert une deuxième boutique. Et puis j'ai avancé comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que le côté entrepreneurial, il n'était pas inné. Et quand je vois aujourd'hui des boutiques où, d'ailleurs, je suis hyper impressionné. Je regardais French Bastard, où ils ont ouvert 1, 2, 3, 4, 5. Ils ouvrent à Bordeaux et ils y vont. Moi, je ne sais pas faire ça, en fait. Parce que j'ai besoin de mettre de l'émotion dans ce que je fais. J'ai besoin de mettre du concret. Et bien sûr que j'aurais pu faire des pâtisseries Cyrignac dans toute la France. Prendre un fonds d'investissement, des mecs qui font pour moi, et être à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Nantes. Mais finalement, ce n'est pas le sens de ma vie, en fait. Donc, voilà.
D'accord, merci. Donc, on voulait aussi évoquer votre vision du monde de la cuisine, de la gastronomie. Donc, tous deux, vous avez su vous imposer dans un monde qui ne vous attendait pas forcément. Monsieur Bergerot, donc, comme on le disait, en venant d'HEC, et pas donc directement du monde de la cuisine ou de la gastronomie. Et également vous, Monsieur Lignac, avec le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi de la haute gastronomie. En effet, dans certaines de vos interviews, vous aviez évoqué que vous avez, durant votre carrière, été connu avant d'être reconnu dans le monde de la gastronomie, du fait notamment d'une notoriété qui s'est bâtie par la télévision et vos émissions à succès. Cependant, cette reconnaissance, vous l'avez obtenue, également avec votre restaurant Le 15e, qui a obtenu son étoile Michelin en 2012, mais vous avez depuis fermé ce restaurant et été aussi critique du système des étoiles Michelin. Donc on voulait vous demander aussi ce soir, est-ce que pour vous, on peut devenir aujourd'hui un chef reconnu et connu du grand public en faisant toujours la course aux étoiles Michelin, ou est-ce qu'on peut réussir de manière moins conventionnelle? Alors, déjà pour centrer le sujet, moi quand j'ai démarré la télé en 2005, j'ai d'ailleurs fait des émissions à l'atelier des chefs. C'était vraiment le boom de l'école de cuisine. Et donc je faisais des émissions de cuisine qu'on tournait à l'atelier des chefs. À cette époque-là, j'ai essuyé les plâtres. Et je ne vais pas sans dire que en France, on a de multiples qualités, mais on a aussi, on est parfois pas avant-gardiste et on n'aime pas quand on bouscule un peu les codes. Et quand on a démarré cette émission We Chef, qui était un format de Jamie Oliver fait par Fremantle Media en Angleterre, c'était un format d'un jeune chef qui ouvrait son propre restaurant en donnant la chance à des jeunes qui, eux, n'avaient pas eu de chance dans leur vie ou ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient faire et comment ils voulaient le faire. Donc, forcément, quand on était dans une période où seuls les chefs étoilés étaient reconnus, il fallait passer par le sérail des étoiles et c'était dirigé à cette époque-là. Il y avait Joël Robuchon, Paul Bocuse, Alain Ducasse. Il y avait cette caste qui dirigeait un peu les chefs, quoi. Et le Michelin par-dessus. Et donc, quand moi je suis arrivé de là, en ouvrant les portes du restaurant, on a fait cette émission qui était un succès, parce que c'était 5 millions de téléspectateurs, ça s'était jamais vu. Et puis, d'un coup, on s'est dit qui est cet animal de foire qui sort de nulle part, puisqu'on ne le connaît pas. Et donc, forcément, tout le monde m'est tombé dessus, à bras raccourcis. Et une fois là-dedans, il a fallu que moi, je démontre que je venais du sérail, que j'avais fait mon métier, que j'étais capable. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Et c'était important pour moi d'avoir cette première étoile au Michelin pour montrer que j'étais comme ça. Et en effet, j'étais connu avant d'être reconnu. Donc, ça m'a pris forcément plus de temps. Parce qu'une fois de plus, il fallait absolument me faire galérer pour arriver à cette étoile. Et puis, 20 ans après, dans Top Chef, on est prêt à distribuer des étoiles à des jeunes qui n'ont même pas de restaurant et qui sortent de là. Donc, tout ça pour dire que la vie et la société avancent et les concepts d'avant ne sont pas les concepts d'aujourd'hui et les choses changent. Mais aujourd'hui, bien sûr qu'on peut être connu sans être connu. Moi, j'ai fait le choix d'arrêter le Michelin parce que j'ai bien voulu essuyer les plâtres une fois pour avoir la première étoile. Mais ensuite, je travaillais pour la suite et j'en avais assez d'être obligé d'aller prier tous les dimanches et d'aller serrer. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je vais me faire parce que je suis et puis je vais faire mon boulot et puis je vais arrêter tout ça. Et quand je suis allé au Michelin, je leur ai dit, ça m'a bien fait plaisir. Eux un peu moins, mais en tout cas j'ai vidé mon sac parce que je pense que, comme je l'ai dit, sans aucune animosité, parce que je pense que j'ai d'autres sujets et d'autres choses bien plus intéressantes, mais malheureusement on doit passer par là. Et donc il a fallu que je passe par là. Et comme je le dis, la société a évolué. Maintenant on a des étoiles au Michelin dès qu'on sort de Top Chef, pendant que moi il m'a fallu 8 ans pour l'avoir, alors qu'on l'a mérité autant qu'un jeune qui sort de Top Chef aujourd'hui. Donc, les mentalités évoluent, mais malheureusement, comme je disais tout à l'heure, ma mère, elle me disait toujours heureux les ignorants. Quand tu sors de la France et que tu voyages et que tu fais des restaurants à l'international, là, tu t'aperçois de beaucoup de choses. Merci.
Monsieur Bergerot, vous avez fondé l'Atelier des chefs en 2004. Aujourd'hui, on peut dire que les formations en ligne sont de plus en plus répandues dans beaucoup de domaines. Mais il y a 20 ans, l'idée d'apprendre en ligne un métier aussi manuel et aussi du terrain que la cuisine, ça pouvait sembler un peu contre nature. Comment vous avez réussi à convaincre des chefs et des professionnels d'adhérer à ce projet et de croire en la pertinence de cette formation digitale ? Alors, les formations digitales professionnelles, elles ont commencé en 2017. Quand on a ouvert l'atelier, on a fait les premiers cours de cuisine du quotidien. Et c'était assez marrant quand même parce qu'il y avait Marmiton qui arrivait sur le web pour permettre de se transmettre les recettes. Hachette qui a commencé à faire des bouquins beaucoup plus simples, une recette par page, une photo par recette, des listes d'ingrédients beaucoup plus courtes. Nous, on a lancé des cours de cuisine de tous les jours, alors qu'avant, il n'y avait que des cours de cuisine hyper compliqués. Et Cyril est arrivé à la télé pour aussi faire des émissions de cuisine de tous les jours. Avant, c'était Maïté et Robuchon, autant dire que c'était super haut de gamme, ou en tout cas décalé par rapport aux besoins des gens. Donc tout d'un coup, il y a eu une vraie démocratisation de la cuisine. Il faut bien que vous imaginiez qu'en 2004, quand on se lance, il n'y a pas Insta, il n'y a pas Top Chef, il n'y a pas Cyril. Enfin, à ce moment-là, la cuisine, c'est une corvée ménagère, quoi. Une corvée ménagère, il y a plein de gens qui débarquent chez nous, ça me gonfle la cuisine. Il a fallu les emmener dans une histoire. Et la vraie trouvaille qu'on a eue, c'était d'inventer des cours de cuisine en une demi-heure à l'heure du déjeuner, qui valaient 15 € à l'époque. Donc les gens qui travaillaient dans le coin, ils venaient cuisiner pendant une demi-heure à l'heure du déj, manger ce qu'ils ont préparé et repartaient au bureau, tout ça pour 15 balles. Ça vaut 19 € aujourd'hui, ça reste totalement accessible. Et là, tout d'un coup, on a remis un peu dans la tête des gens le plaisir de cuisiner au quotidien. Alors évidemment, quand c'est en une demi-heure, c'est pas pour faire un lièvre à la royale ou une poularde de mi-deuil. C'est fait pour faire des recettes super simples, mais qu'on va pouvoir refaire chez soi. Voilà. Donc on a ouvert pas mal d'ateliers, ouvert en France, ouvert à l'étranger. Ça s'est développé super vite. Et puis là, on s'est pris la crise des subprimes, celle de 2008-2009 dans la figure. Là, ça nous a fait peur, ça nous a fait mal. On a failli se planter complètement. Et donc on s'est recentré sur la France et on a voulu commencer à faire des cours de cuisine en ligne, mais là pour le grand public aussi. L'idée, c'était, on ne peut pas ouvrir des ateliers partout, donc on va faire des cours de cuisine tous les soirs à 19h30 en direct, en ligne, avec une chef qui avait bossé chez Cyril, en plus, Kathleen Clarity. Des cours de cuisine tous les soirs, donc on donnera... En fait, les gens nous disaient, c'est pas faire la cuisine qui nous embête, c'est savoir ce qu'on va cuisiner. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à manger ce soir ? C'est la question qui visiblement hante les esprits des gens tous les matins. Donc là, on disait, vous inquiétez pas, on vous donne le programme un mois à l'avance. Vous savez que tous les soirs à 7h30, vous avez un cours en live, vous pouvez acheter les ingrédients, vous cuisinez en même temps que Kathleen. À 20h, le dîner est prêt, vous passez à table. Eh bien, c'est typiquement, pour vous les pros du marketing, la fausse bonne idée. Sur le papier, ça a l'air objectivement assez smart, mais en fait, web et live, ça ne va pas ensemble. Le web, c'est où je veux, quand je veux, c'est Netflix. Le live, en fait, qu'est-ce que vous regardez en live ? Peut-être les résultats de l'élection présidentielle et la finale de la Champions League, mais c'est tout. Enfin, il n'y a plus personne qui regarde quoi que ce soit en live maintenant. Et donc, notre cours live en ligne, il n'a jamais bien fonctionné. Il a eu jusqu'à 2500 abonnés quand même. On faisait payer 10 balles par mois pour 20 cours. Donc, c'était 50 centimes le cours. Là, pour le coup, c'était vraiment pas cher. On a eu 2500 abonnés, mais on n'a jamais réussi à décoller. Mais on a appris à former en ligne. Et donc, à partir de là, on a pu lancer la préparation au CAP de cuisine en 2017, CAP pâtissier 2019, CAP boulanger en 2020. Et là, véritablement, ça s'est envolé. Et comme en 2020, il y a eu le Covid, les gens se sont retrouvés chez eux, ils ont découvert les vertus du digital, ils ont aussi découvert qu'ils s'emmerdaient dans leur métier et qu'ils avaient envie de faire des reconversions. Et bien en fait, il y a eu tout un alignement de planètes qui fait que nos formations en cuisine, mais aussi dans tous les autres métiers, après se sont développées. Ce qui fait que maintenant, la formation pro, c'est 80% du chiffre, alors que les cours de cuisine, c'est plus que 20% du chiffre. Très bien, merci. On va rester sur ce thème du digital et plus particulièrement des médias avec vous, Monsieur Lignac. Après les années télévision, aujourd'hui, on voit que beaucoup de chefs passent par les réseaux sociaux pour se faire connaître. Vous êtes donc exposé non plus seulement à la critique de vos pairs, mais à toute une communauté en ligne. Selon vous, est-ce que c'est devenu indispensable pour vous d'être présent sur les réseaux pour réussir ? Et est-ce que vous, personnellement, c'est quelque chose que vous appréciez ? La critique, elle est partout. Hein. Les réseaux, pas les réseaux, les clients, les journalistes. La critique, elle est partout. Donc, la critique est aisée, l'art est difficile. Mais en tout cas, il faut écouter et essayer de faire tout ça. Instagram, aujourd'hui, ou les réseaux sociaux, c'est un nouveau vecteur média. Alors après, ça dépend sous quel prisme on le prend. Et aujourd'hui, comme tout, c'est une belle invention. Ça peut être super, et vous le voyez, puisque tout le monde a Instagram, sur des choses qui sont hyper intéressantes. Et puis, il y a des trucs débiles. Hein. Donc, il y en a pour tout, quoi. Après, ça dépend comment on le gère et comment on le fait. Moi, je ne suis pas Instagrammeur.
On en parle beaucoup parce qu'on pourrait être beaucoup plus présent sur Instagram et je pourrais aussi faire des recettes un peu plus basées sur Instagram, mais je fais déjà beaucoup de télé et aujourd'hui le sujet c'est que il faut choisir ses combats et que entre les pâtisseries, les restaurants, la télé qui me prend beaucoup de temps, un peu d'Instagram, les voyages, le développement à l'international, tout ce qu'on a, à un moment je ne peux pas être partout et tout faire. Donc, ça marche très bien pour certains, ça marche bien pour aussi des Instagrammeurs, donc ce n'est pas le métier, mais qui font aussi des super recettes et dont c'est leur, entre guillemets, leur métier de faire des recettes comme ça. Mais pour moi, je m'en sers aujourd'hui comme un vecteur média des produits que l'on fait, de la cuisine que l'on fait, des ouvertures que l'on a et un peu des choses comme un journal de bord. Mais je ne suis pas... on pourrait être beaucoup plus percutant que ça. On y réfléchit, mais vraiment, là, aujourd'hui, moi, j'ai un sujet, c'est que j'ai beaucoup de choses, quoi. Et ça prend beaucoup de temps de faire des créations vidéo en plus. Et puis, voilà, j'en ai déjà à la télé, donc... D'accord. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit le succès de certains pâtissiers, certains cuisiniers, c'est devenu la sorte de nouvel accélérateur pour gagner en notoriété et faire la bonne pâtisserie? Alors, c'est un accélérateur, oui, puisque à l'époque, pour être connu, il fallait avoir un article dans l'Express ou dans le Figaro ou un truc où on venait mettre dans un journal de la presse ton gâteau, tes gâteaux, ce que tu fais, tes créations. Là, aujourd'hui, très clairement, avec les réseaux sociaux, tu es ton propre acteur de ta communication. Et c'est ce qui est bien aussi. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus obligé de passer par les journalistes. Et en effet, comme vous le disiez, on a la proximité avec le public, les critiques directes, tout le monde s'improvise critique gastronomique. Là, je vois Cédric, il a fait sa nouvelle chocolaterie. Donc, tout le monde a défilé pour aller chercher les paquets, tout le monde parle du prix, tout le monde parle de la qualité, tout le monde y va de son truc. Mais finalement, comme je dis aussi, c'est qu'il y a les médias, il y a Instagram, il y a les journalistes, mais ce n'est pas parce que tu prends un mauvais article ou que tout le monde t'adore ou qu'on n'aime pas que tu vas travailler ou pas travailler. Ça reste subjectif, mais c'est vrai que c'est un écran ouvert sur le monde quand même. Donc c'est bien, moi le premier, quand on ouvre un restaurant, ou on débat de choses, qu'on lance le calendrier de l'Avent, ou qu'on a des choses à mettre, c'est sûr que via les réseaux sociaux, plus la presse, plus tout ce que tu peux faire, c'est un vecteur média qui est puissant. Et d'ailleurs, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, dans le luxe, dans le retail, dans la mode, tout le monde aujourd'hui est là. Et quand on voit même qu'il y a l'action d'achat sur Instagram, sur tel ou tel produit, c'est quand même génial. Alors nous, pour les entreprises, c'est difficile. Pour moi, ça a été difficile parce qu'il faut se réadapter à ce marché, se réadapter à la manière de vendre, à la manière de communiquer, aussi aux images et à tout le reste. Donc ça bouleverse un peu le business, mais on ne peut pas être à côté, quoi. Il faut y être, quoi. Il faut suivre. Il n'y a pas le choix. Merci beaucoup. Pour rester dans le sujet du digital, Monsieur Bergerot, vous évoquez dans certaines de vos interviews que vous comptez, avec l'Atelier des chefs, revaloriser les métiers de la main et de l'humain. Mais on voulait vous demander, quand on s'attarde sur ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit que beaucoup de vidéos d'artisans, de menuisiers, de pâtissiers, de boulangers qui montrent ce qu'ils font, leur travail, ont énormément de succès. Mais ces vidéos sont souvent calibrées pour être des formats courts, bien rythmés, pour être satisfaisants. Et ça montre quand même une image assez tronquée de la réalité qui fait paraître les métiers de l'artisanat comme faciles. Et donc, vous, avec votre entreprise, est-ce que vous pensez vraiment que le digital peut rendre compte de la technicité et de la difficulté de ces métiers? Est-ce que vous pensez vraiment que les réseaux sociaux et que le digital à terme seront les leviers clés pour valoriser et revaloriser tous les métiers de l'artisanat? Les réseaux sociaux, ils sont faits pour donner envie. Ce n'est pas avec les réseaux sociaux qu'on va apprendre ni à faire de la plomberie, ni à être cuisinier, ni quoi que ce soit. C'est un peu comme Top Chef au début, je me souviens. Top Chef a vraiment mis un coup de projecteur sur les métiers de cuisinier. Et il y avait plein d'autres artisans qui disaient « Ah, moi j'aimerais bien top plombier, top électricien et tout ».
Après, Top Chef a été un tout petit peu, galvaudé aussi, parce que les chefs, ils disaient, maintenant les jeunes, ils pensent qu'en 6 semaines, on devient chef. Bon, en fait, non, c'est pas vrai. Donc, les réseaux sociaux, nous, on s'en sert beaucoup pour donner envie. Valoriser les métiers, donner envie, on fait des très belles coms, on dit c'est vraiment super de devenir fleuriste, menuisier ou céramiste. Après, la formation, elle dure 400 heures. Et ça, c'est relativement incompressible, parce que pour apprendre, non pas un métier, on n'apprend pas un métier, on passe le diplôme. Comme on le dit souvent, une fois qu'on a passé son CAP de cuisine, il faut encore au moins 5 ans pour devenir cuisinier, puis encore au moins 5 ans pour devenir chef. Le CAP, c'est pour connaître la différence entre une brunoise et une julienne, c'est pas pour être cuisinier. Donc une fois qu'on a son diplôme, après on peut progresser. Et pour le diplôme, la formation digitale, je nierais l'avoir dit, mais évidemment que les formations présentielles, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux, parce que tu es avec un chef, tu es avec un professionnel, tu fais les gestes avec lui, il te corrige. Sauf que tout le monde ne peut pas aller dans un CFA, tout le monde ne peut pas aller suivre une formation présentielle, parce que c'est long, parce que c'est cher, parce que c'est loin. Donc la formation digitale, elle vient... C'est une proposition alternative pour des gens qui sont en reconversion, pour des gens qui sont en apprentissage, mais qui habitent loin d'un CFA dans lequel il y a une formation. Et finalement, c'est une compensation. Et en l'occurrence, quand on regarde les résultats aux examens, on fait plutôt mieux que les CFA traditionnels. Donc techniquement, ça marche. Humainement, c'est clair que c'est moins satisfaisant qu'une formation en présentiel, mais à la fin, ça fonctionne. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien, quand je rencontre certains qui ont eu leur examen, savoir ce qu'ils sont devenus, parce que j'ai besoin de belles histoires pour raconter que ce n'était pas uniquement une passade, une toquade, j'ai envie de passer un CAP pour me faire plaisir ou pour le raconter à mes copains. C'est vraiment parce que j'ai un plan de carrière. Alors notamment dans les étudiants de grandes écoles, je sais bien que vous n'allez pas tous devenir cuisinier, plombier ou coiffeur. Mais en revanche, vous avez probablement des projets de création d'entreprise pour lesquels vous avez besoin de connaître le métier. Et ça vous sera super utile. Et c'est pour ça qu'on a maintenant plus de 200 étudiants tous les ans qui passent un CAP. Alors avant, c'était que de la cuisine. Maintenant, la cuisine et la pâtisserie, c'est que 50% des CAP. On a de plus en plus de plombiers, de mécaniciens, des gens qui veulent monter des boîtes, mais qui ont besoin du métier de base. Vous voulez rebondir peut-être sur ce Non, je suis d'accord. C'est vrai que le problème, mais malheureusement, comme je disais, on a créé le Grand Méchant Loup et à la fois on en a besoin, et à la fois c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, même moi, je vois les jeunes en pâtisserie, ils veulent venir travailler chez nous et ils pensent qu'ils vont passer 3 heures à faire un gâteau, quoi. Et donc, malheureusement, oui, il y en a un qui fait la pâte à choux, l'autre qui la cuit, l'autre qui garnit 200 éclairs à la poche à douille, celui qui trempe 200 éclairs. Et je le vois dans les meilleurs pâtissiers aussi, ils viennent. Et donc, forcément, moi, si je fais un gâteau chez moi, je fais le plus beau gâteau du monde. Je vais avoir 5 heures pour le faire. Mais dès que je rentre dans une entreprise et que je me dis qu'il faut vendre le gâteau, il faut y aller, il faut y aller, quoi. Et puis on fait des gâteaux aussi entre guillemets qui sont vendables et qui sont là. Et donc le problème des réseaux sociaux, c'est que, en effet, on voit des belles choses, on voit des choses super. Mais si tu mets 4 heures à faire un gâteau et à le pocher au millimètre, c'est sûr que sur la vidéo, elle va être sublime. Et ça, personne ne dit le contraire. Mais quand il faut sortir 400 ou 500 gâteaux dans la nuit, on n'a pas le temps de faire des pochages et des choses. Et donc, on est obligé. Donc, c'est vrai que c'est un peu tronqué, mais c'est d'ailleurs tout le sujet de Instagram vs reality, quoi. Et donc, ça, c'est toujours le même sujet. Donc, ça tronque quand même pas mal les choses. Et ça fait espérer des choses à des gens. Et il y a des manières de faire où... c'est pas vraiment la réalité. Alors moi, je suis content de voir des beaux gâteaux, il n'y a pas de problème, et je suis le premier à dire waouh, c'est super. Mais on a poussé le curseur dans des choses trop belles. Et donc, c'est sûr que si je fais 10 pains au chocolat, je vais faire la grigne dessus, et je vais le mettre au pinceau, je vais regarder devant le four qu'il cuise bien, que ça bouge pas. Et bon, ça, quand tu dois vendre, quand tu veux faire un business plan, t'es mort avant d'avoir démarré, quoi. Ou alors, en effet, il n'y a que Cédric qui arrive parce que lui, il peut se permettre de vendre des gâteaux à 20 € que les gens achètent. Et ça, c'est super. Donc ça, c'est un beau business, mais il est le seul. Et de la même manière que il y a ça, et puis après, il y a l'autre business qui est le business commun de faire des gâteaux et de bien les faire. Et ce qui est difficile, c'est qu'après, comme il y a l'iPhone avec la belle photo, tu regardes, tu dis, ah putain, le gâteau, ah ouais. Et du coup, ça fait du mal, quoi. Donc, c'est un peu le loup dans la bergerie. Et malgré ça, il faut vivre avec ça. Alors après, grâce à Dieu, tout le monde n'est pas sur son téléphone connecté. Les gens viennent et vivent un peu dans la réalité
de ce qui est faisable. Mais comme je le dis à chaque fois, on va visiter l'usine Ferrari, et ben c'est sûr qu'on rêve devant le mec qui met le tableau de bord, tout le monde. Bon, mais le prix de la voiture, il va en face. Et la réalité, c'est Mercedes ou Peugeot. Et là, d'un coup, ça fait un peu moins rêver d'aller voir une usine, quoi. Parce que c'est des grues qui font. Et il faut trouver le juste milieu autour de tout ça. Et ça, c'est vraiment délicat aujourd'hui d'essayer de dire, ben voilà, il y a une réalité, il y a un prix, et il y a la vie qui est vraie autour de tout ça, quoi. D'accord, merci. J'aimerais bien rebondir un peu sur quelque chose que vous avez dit, M. Bergerot. J'ai l'impression que vous parlez un peu de votre formation comme plutôt un complément pour des gens qui, comme nous, en école de commerce, par exemple, qui font autre chose en parallèle. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec un peu l'explosion de ce genre de formation en ligne, ça ne va pas mener à finalement la disparition des bacs professionnels ou des formations en présentiel? Non, il y aura toujours, et heureusement, des centres de formation en présentiel, parce qu'encore une fois, spécifiquement sur ces métiers-là, il n'y a rien de mieux. Maintenant, c'est vrai que les offres digitales, elles permettent de rendre ces formations accessibles à plus de gens. Pas simplement des gens en reconversion, on est aussi centre de formation d'apprentis, on est CFA, donc on a aussi des jeunes en apprentissage. Simplement, au lieu d'aller au CFA et chez le patron, ils vont que chez le patron, parce que toute la partie théorique, ils la suivent en ligne. Donc ça simplifie énormément à un moment où le litre de gasoil coûte 2 € et que ça coûte cher d'aller au CFA et d'aller chez le patron et de passer son temps sur la route. Ça permet de faire des économies. Maintenant, ça ne remplacera pas les formations en présentiel. En revanche, ce qui est clair, c'est que tous nos métiers, c'est des métiers, avant que l'intelligence artificielle ne vienne les faire, là, pour le coup, on est un poil tranquille. Je ne dis pas que ça arrivera jamais. Hein. Mais avant qu'une IA vienne faire un beau plat comme chez Cyril, vienne réparer des Wawa qui coulent et où il y a une fuite, ou vous faire une belle frange, ben ça, on n'y est pas tout de suite. Donc tous les métiers sur lesquels on forme et dont on est en train de faire la promotion, c'est des métiers qui ont un très bel avenir. Et c'est pour ça que moi, je me bats mais tous les jours pour valoriser ces métiers et donner envie aux gens de les faire. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, je commencerai ma carrière, je me dirais, tiens, je vais plutôt regarder ces métiers-là parce que ça me permettra peut-être de vivre plus longtemps dans ma boîte plutôt que de me faire shooter au bout de 3 ans parce qu'il y a une IA qui fera mon job. Et ça, c'est pas neutre. Donc, c'est paradoxal parce qu'on fait de la formation digitale qui donne accès à plus de monde. Et d'ailleurs, on met beaucoup d'IA dans notre formation digitale pour qu'elle soit parfaite. Mais inversement, on forme sur des métiers qui, eux, ne seront pas challengés par l'IA. Donc voilà, on joue un peu sur les deux tableaux. Là, on est un peu entre deux eaux, en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré mon métier, je suis allé au CFA. Et le métier de la cuisine, c'était vraiment un métier de garage. C'est-à-dire que quand tu disais que tu vas au CFA apprenti avec les coiffeuses, les mécanos, les charpentiers, bon, ça volait pas très haut, quoi. Et donc, c'était un peu vraiment la voie de garage, quoi. Après, il y a eu le boom de la cuisine. Et là, avec les émissions, avec Top Chef, avec tout ce qu'on a fait, les cours de cuisine, etc., c'est devenu un métier sexy. Et donc, il y a pas mal de gens de jeunes et de personnes qui ont voulu faire ce métier. Et qui l'ont fait à travers des cours en ligne, à travers les écoles, à travers des apprentissages, à travers tout ça. Et là, on est dans une autre période où finalement, on veut être celui qui fait les beaux gâteaux, les belles choses, et on ne veut pas avoir des équipes, on ne veut pas investir parce qu'on ne gagne pas trop d'argent, on ne veut pas faire trop d'heures, on ne veut pas faire... Et là, on est aujourd'hui dans un retour sur nos métiers. Et donc, c'est super, c'est bien, ça a une belle image, mais il faut se relever les mains et il faut mettre les mains dans le cambouis. Et là, c'est pas juste réfléchir derrière un bureau et créer, réfléchir. Et donc, là, on revient entre les deux. Parce que moi, je l'ai vu et je l'ai senti arriver quand j'avais le restaurant le 15e. Les gens venaient avec les enfants et ils me disaient « Mon fils, il veut être chef. Comment ?» J'ai dit ben, « Avant qu'il soit chef, il va falloir qu'il soit cuisinier. » Et puis qu'ils viennent avec moi là-bas, là, à la mine, là, un peu casser les cailloux. En tout cas, faire la cuisine, se brûler, se couper, apprendre, goûter, sentir, se lever, mettre les mains dans la glace, lever le poisson. Ça, il n'y a personne qui peut le faire. Et avant de commencer à être chef, il faut déjà couper des langoustines, lever un poisson, couper un carré d'agneau, cuire au four, sortir, il fait chaud, il y a le fourneau. Et après, tu deviens chef, tu mets la belle veste, et là, tu fais ce qu'il faut. Et là, on en est aujourd'hui à cette difficulté-là. Moi, aujourd'hui, j'ai du mal à recruter. Donc, je forme des plongeurs, je forme des gens qui veulent avoir un travail
et que j'essaie de leur donner la passion, le goût. Je leur apprends les steaks au poivre, je leur apprends le travail. Et là, on est dans une autre phase aujourd'hui de notre métier que en tout cas, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est clairement une grande difficulté. On a fait un petit calcul, les 30 métiers sur lesquels on forme, il y a 700 000 emplois à pourvoir en France. Parce que même si Top Chef a revalorisé le métier de cuisinier, c'est dans la restauration. Alors cuisine et salle, il manque 300 000 personnes. C'est hallucinant. Donc objectivement, de la formation, il en faut, et il faut tous les types de formation. Et donc pour vraiment rebondir sur ta question, c'est pas les uns contre les autres. Et je me bats contre plein de gens qui disent qu'on est des escrocs, que la formation digitale, c'est n'importe quoi. Je dis, pensez ce que vous voulez, mais en tout cas, à un moment où on doit former un maximum de gens parce qu'il y a des énormes besoins, parce qu'il y a 700 000 emplois à pourvoir, on ne peut pas s'appuyer que sur un seul mode de formation. Merci. Et par rapport à cette formation digitale, donc récemment, vous avez ouvert d'autres CAP, comme vous dites, pour d'autres métiers de la main et de l'humain, comme la plomberie, menuisier, etc. Pourtant, l'atelier des chefs s'appelle toujours l'atelier des chefs. Donc on aimerait savoir comment est-ce que vous comptez renouveler l'exploit de convaincre les plombiers, les menuisiers, les artisans de l'intérêt de votre formation et comment est-ce qu'ils vont vous accompagner dans ce projet comme l'ont fait les chefs avec l'atelier des chefs. J'aurais aimé que vous assistiez aux réunions hautement stratégiques en visio, parce qu'on était tous en plein Covid. Donc, le Covid arrive le 15 mars 2020. On a nos 3 formations, cuisine, pâtisserie, boulangerie. Là, et on a 12 ateliers à l'époque. Il y en avait 2 à Londres. Nous, on les a fermés malheureusement depuis, et un à Dubaï. Donc on a fermé tous les ateliers étrangers et puis on se met à la cape en espérant que ça va passer. Mais pendant 1 an, tous nos ateliers ont été fermés. Donc comme on n'avait que 3 formations digitales, ça ne permettait pas de faire bouffer toute la boîte. Donc on a commencé à réfléchir à tous les autres métiers sur lesquels on pouvait former. Et là, on a regardé les listes de métiers sur lesquels il y a justement le plus de demandeurs, de jobs à pourvoir. Les métiers qui étaient le plus demandés sur Google. Bref, on fait une belle liste. Et là, on sort coiffure, esthétique, petite enfance, assistant de vie, plombier, électricien. Que des métiers qui avaient strictement rien à voir avec la cuisine. Et là, on avait notre marque, l'atelier des chefs, et là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec cette marque sur ces métiers-là? On prend un consultant qui nous coûte 2 yeux et 1 bras, qui nous fait réfléchir à plein de choses. On est parti vers l'atelier des artisans, mais l'atelier des artisans, c'était pas mal, mais c'était une autre marque, il fallait repartir à zéro. Puis quand même, on revient au fondement de l'atelier des chefs, et en fait, on réalise que depuis 2004, avec Jean-Sébastien Bonpoil, notre chef associé, qui est là avec nous depuis toujours, en fait, on transmet le savoir-faire culinaire dans nos cours de cuisine. Donc, en fait, on fait de la transmission de savoir-faire depuis 20 ans à l'époque, ou 18 ans à l'époque. Et tout d'un coup, on se dit, en fait, un plombier qui vient chez toi et qui te répare une fuite qui était en train de foutre en l'air ton appartement, tu es tellement content que tu lui tapes dans le dos et tu lui dis, t'es un chef. Donc, en fait, un chef, c'est quelqu'un qui fait bien son boulot. Il faut que je vienne prendre des cours là ici. Viens prendre des cours à HEC, tu vas apprendre plein de trucs. Ils sont bons les mecs. Non, mais, là, on est surtout bon en storytelling. Non mais je vous le raconte, et je vous assure que c'est vrai. Cette histoire du plombier, alors, il y a eu 2 histoires. Il y a eu l'histoire du plombier en se disant finalement c'est un chef, donc ça marche. Alors attention, en 2020, on avait une toque dans le logo. Donc on a viré la toque du logo, on a rénové le logo, on a viré la toque pour pas qu'il y ait marqué chef, qu'il n'y ait pas de connotation aux cuisines. Mais en fait, chef, c'est un mot. Il y a des chefs de produits, des chefs d'orchestre, des chefs d'équipe, il y a des chefs de tout, quoi. Bon, donc on s'est dit, on garde la marque. Et puis un jour, il y a des chefs de tout. Et puis fin 2020, j'étais dans une visio avec que des organismes de formation. Les mecs, ils se connaissaient tous entre eux, qui s'appelaient par leur prénom. Et moi, j'étais un peu nouveau dans le truc. Et alors qu'il y avait marqué mon nom en dessous, ils m'ont appelé que l'atelier des chefs. En fait, ils n'avaient pas du tout retenu mon prénom, mais ils avaient retenu mon nom, parce que, le nom de la boîte, parce que c'est vrai qu'au bout de 20 ans, on avait un peu de notoriété. Et en fait, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas capitaliser sur cette notoriété. Donc, on a pris le risque. Alors après, ça a été une bonne année d'explication avec tous nos interlocuteurs. Ils nous ont dit, mais je ne comprends pas, vous faites de l'épilation, je crois que vous faisiez de la cuisine. Ah ouais, il faut que je vous explique. Donc ça a été un peu de boulot, mais on est très très content d'avoir gardé la marque. Mais maintenant, quand on travaille avec France Travail, quand on travaille avec les régions, quand on travaille avec tous les types de financeurs, le fait d'avoir une marque qui a pignon sur rue, ça rassure vachement les gens. Ils s'en foutent complètement qu'on fasse de la cuisine ou autre chose. Maintenant, ça y est, c'est rentré dans l'inconscient des gens qu'on fait de la plomberie et qu'on fait de la menuiserie. C'est plus très grave. Je me permets de revenir, Monsieur Cyril Lignac, sur ce que vous avez dit sur le métier de pâtissier et de cuisinier. Vous avez dit que vous essayez de leur réapprendre la passion. Mais aujourd'hui, on le voit, et notamment depuis la crise Covid, que par exemple les métiers de la cuisine, de la restauration, il y a eu une grande remise en question de certains qui dénonçaient leurs conditions de travail. Par exemple, pour un pâtissier même, ça veut dire se lever souvent à 3 heures, bosser les week-ends, les jours fériés, et pour des évolutions salariales parfois très faibles. Donc comment est-ce que vous, concrètement,
avec tous vos restaurants dans le monde, avec toutes vos équipes, et quand vous n'êtes même pas là, vous faites pour les former et leur donner la passion de la cuisine tout en faisant respecter votre vision? Alors, la première chose, et ce que je déplore, c'est la première phrase, se lever à 3 heures du matin et travailler. Moi, j'ai été longtemps pompier volontaire, je me levais à 3 heures du matin pour aller sauver des gens, parce que c'est ma passion. Et que quand je voulais pas être cuisinier, je voulais être pompier. Et ma mère était infirmière et elle m'a dit non, mais c'est pas un métier, parce qu'elle pensait que je le prenais sous la jambe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu de prendre le côté négatif de dire il faut se lever à 3 heures du matin, parce que ma sœur, elle est infirmière à l'hôpital des enfants à Montpellier, et elle passe la nuit, elle a 3 enfants qu'elle élève, et elle passe la nuit à sauver des enfants à l'hôpital. Ça s'appelle la vocation. Et aujourd'hui, à mon grand désespoir, on ne perd pas tout, hein, mais on perd puisque ce genre de questions arrive sur la table vraiment tout le temps. Le week-end, après 5 heures, je dois rentrer, je ne veux pas travailler, je ne veux pas ci, je veux pas ça, et le télétravail, etc. etc. Bon. Moi, je veux bien que la société avance et que la vie avance, et je veux bien qu'on travaille moins et qu'on reste à la maison, qu'on ne travaille pas les week-ends. Mais à un moment, il faut travailler. Je veux dire, moi, je suis parti à 8 heures ce matin de la maison, je vais rentrer, il va être 23 heures. C'est mon choix. Maintenant, on est en France, les collaborateurs, ils font leurs heures, mais on peut trouver un certain plaisir à venir à 4 heures du matin, parce que maintenant, les boulangers, ils ne se lèvent plus à 11 heures. On a des machines qui permettent de lancer la fermentation et donc de venir qu'à 4 heures du matin pour cuire le pain. Mais bon, si on prend le prisme autrement, on peut se lever à 4 heures du matin et puis on a fini à midi et puis l'après-midi, on peut faire autre chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est devenu une contrainte parce que la société est comme ça et donc tout est devenu une contrainte du week-end et de tout le reste. Alors, il y a des gens qui sont passionnés, donc ils sont contents, ils viennent, ils font le boulot parce qu'ils sont super. Et à ce moment-là, il y a des évolutions, et puis il y a du développement, et puis donc il y a des salaires qui suivent et de l'augmentation qui va avec. Ça, c'est la manière des choses. Et comme je dis à chaque fois, moi, j'ai absolument pas de problème à payer, à augmenter, à valoriser quand je me retrouve en face de quelqu'un qui a envie, qui est là et qui en veut. Et ça, c'est super. Donc, on ne peut que récompenser tout ce travail-là. Aujourd'hui, dans notre métier, le problème, c'est le turnover. On a beaucoup de gens qui viennent, qui partent, qui vont parce qu'ils apprennent un peu, ils vont ailleurs. Et puis, ça, c'est un vrai fléau dans notre métier. Donc, mon but, c'est de vraiment les garder, de les faire évoluer, de les faire voyager, de leur donner toutes ces choses-là. Et après, on essaie d'éduquer dans le plaisir et la passion à travers des gens. Mais aujourd'hui, moi, je fais monter vraiment des personnes on recrute beaucoup de personnes qui ne savent pas et que l'on forme à notre main et que l'on fait grandir dans notre boîte. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, on avait des jeunes qui sortaient, qui avaient envie, qui voulaient apprendre, grandir. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas et plus cette manière-là de former. Donc, on prend des gens qui ont envie d'avancer, de grandir avec nous. Mais clairement, on est dans le dur. 300 000 emplois à pourvoir, allez-y. Non, mais on est dans le dur et on est dans le dur parce que les premières phrases que vous dites, c'est que il y a une nouvelle manière de penser et Dieu sait qu'à l'époque on ne faisait pas les heures, on dépassait les heures. Maintenant à l'atelier de pâtisserie, il y a la pointeuse, on respecte, enfin tout est fait pour que ce soit vraiment dans les règles et que ça ne dépasse pas. Aujourd'hui, il y a 3 jours de congé dans les restaurants. Enfin voilà, on est vraiment dans l'arrangement le maximum, pas ce que j'ai connu moi à l'époque, quoi. Personne ne veut que son enfant travaille dans un restaurant, mais tout le monde trouve tout à fait normal d'aller dans un restaurant le week-end, tenu par les autres, hein, mais voilà. Ouais, Après, c'est vrai que j'ai pas de réponse. Que ce soit chez Cyril ça, ou chez nous, il y a quand même une marque employeur qui joue vachement pour le coup.
Alors oui, on continue à avoir du turnover, mais je pense que chez toi comme chez nous, Ouais, il y a moins maintenant. il y a quand même des gens qui postulent. Et puis, si on traite bien les gens, et ça n'est pas qu'une Oui, question oui. d'argent, si on traite bien les gens, moi, il y a des restos où le chef dit pas bonjour, enfin, le chef ou le patron ne dit pas bonjour à son staff le matin. Hein. Pour ça qu'ils se cassent, c'est pas une question d'argent. Hein. Ça arrive. Hein. Moi, j'ai des apprentis dans plein de métiers qui m'appellent, enfin, m'appellent pas personnellement, mais 3 ou 4 mois après le début de leur apprentissage, j'ai fait que porter la mallette, ou bien j'ai fait que passer le balai dans un salon de coiffure, ou j'ai fait que éplucher des patates. Ça peut plus fonctionner comme ça. Et le patron, il dit, bah ouais, mais moi j'ai été élevé comme ça. Je dis, bah ouais, mais c'était il y a 30 ans, mon pote. Ça, c'est fini, ça. Maintenant, quand même, c'est différent. On a quand même, et on a évolué au sein de ça, parce que c'était pas du tout comme ça de mon époque. Mais aujourd'hui, tu es obligé d'avoir des règles respectueuses du travail, des horaires de travail. Je dis, à la pâtisserie, il y a la pointeuse, quoi. Comme ça, voilà, moi je comprends tout le monde. Et en effet, ça doit être ainsi, et on le fait. Merci. Moi, j'ai une autre question pour vous, Monsieur Lignac, plutôt sur la gestion de vos équipes et sur votre quotidien à vous aujourd'hui. Vous avez bâti donc un bel ensemble d'adresses entre vos restaurants, vos pâtisseries, qui sont donc à votre nom, mais vous ne pouvez pas être partout en même temps. Donc, sur quels aspects gardez-vous encore une implication directe au quotidien et qu'avez-vous choisi de déléguer à vos équipes? Alors, j'aimais bien la phrase de Paul Bocuse, une journaliste lui disait qui c'est qui cuisine quand vous n'êtes pas là? Et Paul Bocuse disait les mêmes que quand je suis là. Et ça ne vient même pas de moi, donc voilà. Mais la même chose. En fait, à un moment, quand tu as un restaurant, tu es dans ta cuisine et tu fais ce que j'appelle le pass. C'est-à-dire, tu es là, tu fais, tu goûtes, tu diriges, c'est toi le chef, tu es là. Après, quand tu as 2 restaurants, ben, tu ne peux pas être 2 à la fois. Donc, tu es obligé d'avoir un chef. Et si, quand tu es là, tu dis au chef, vas-y, pousse-toi, c'est moi qui fais, à un moment, tu ne peux pas respecter son travail et faire en sorte que le restaurant soit pérenne, marche. Donc, le développement veut dire avoir des collaborateurs près de toi qui sont capables de faire ton travail. La seule chose que je ne délègue pas, ou que je fais à plusieurs, et dont on discute, c'est la création. Mais pendant que je suis là en train de discuter, les chefs de mes restaurants, que ce soit à Paris, à Londres, à Dubaï, tout est dans les règles des codes que l'on a décidés. Et tout le monde respecte ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Après, pour la création, ce qui est le plus important, puisque c'est l'ADN de la marque, l'ADN de la boîte, là, je travaille avec Oad, ma chef, et on fait ensemble. Et on discute ensemble, moi je donne des directions, et puis on en parle. On goûte. Quand on fait des gâteaux dans la pâtisserie, je travaille avec Benoît, et on fait des dégustations tous ensemble, tout le monde donne son avis. Et moi, j'aime bien partager, parce que je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde donne son avis, et après, ben, comme je prends mes responsabilités, je tranche. Et après, ça marche, ben, tant mieux, ça ne marche pas, ben, c'est ma faute. Donc, le sujet, il est là. Mais ce qui est important, c'est de déléguer. Ce qui est important, c'est en effet, comme on disait, que chaque personne soit intégrée à l'ADN de la boîte et soit content d'être là et le fait. Et de toute manière, nous, on a mon directeur du Bar des Prés, ça fait 16 ans qu'il travaille avec moi, ma chef, ça fait 15 ans, Benoît en pâtisserie, ça fait 12 ans, Laurent, ça fait 20 ans. Voilà, on est une famille, on travaille tous ensemble. Et ça, c'est vraiment important. Ce qui est plus difficile, c'est de garder les équipiers, les gens qui sont là avec nous et qui sont là à la cheville ouvrière, de faire qu'on ait toutes ces bases-là. Et après la formation, eh ben, j'ai des chefs qui chapeautent d'autres chefs et qui forment et qui contrôlent et qui sont là pour tous les jours. Parce que le problème, c'est que c'est un métier d'artisanat, donc ça dévie. Et tous les jours, il faut être là. La dernière fois, le steak au poivre, eh ben, la sauce, elle n'était pas crémeuse comme je l'aime. Alors on remonte, on fait, on réexplique, parce que ça dérive et c'est malheureusement comme ça, jusqu'à ce que ce soit bien marqué. Mais ce qu'il faut, c'est de l'encadrement. Si tu veux que ce soit bien fait, il faut de l'encadrement. Tout le temps. Ça, c'est une obligation permanente. Vraiment. D'accord, merci. Petite question, vous disiez tout à l'heure que l'atelier des chefs avait des résultats, notamment son CAP cuisine, qui étaient bien meilleurs que la moyenne. Et par rapport à ça, on voulait savoir comment vous expliquez ce succès, cette réussite, et autrement dit, quels conseils vous donneriez aux autres formations
pour qu'ils aient des aussi bons résultats que vous? Parce qu'il recrute chez HEC, il prend que des gens d'HEC. J'ai que des HEC dans Qui l'équipe. viennent et faire c'est pour ça des que ça marche cours. super bien. Non, alors je vais te dire, c'est marrant parce que pendant l'été, donc les résultats du CAP, c'est aux alentours du 15 juillet. Et donc, c'est le premier qui dégaine les résultats sur les réseaux sociaux. Et donc, on est 4 ou 5 opérateurs de formation digitale. Et on balance nos résultats. Et là, il y en a un qui m'envoie un message. J'étais aux États-Unis. M'envoie un message. Il me dit, Nicolas, il faut qu'on se parle. C'est pas bien de pipoter tes résultats sur les réseaux sociaux. Alors là, j'étais un peu emmerdé parce que donc j'envoie un message à mes équipes en me disant, pouvez me redire comment on fait les calculs pour que je puisse répondre au mec. Et donc je rappelle le gars en disant, mais pourquoi tu dis que je pipote? Il me dit, bah, t'annonces 97,3% de réussite aux examens, c'est pas possible. Comment tu comptes? Alors je lui explique comment on compte. Alors effectivement, ce qui est compliqué pour le CAP, pour les CAP, pas que en cuisine, c'est que on sait qui l'a, mais on ne sait pas qui ne l'a pas, parce que ce n'est pas publié sur les listes de l'EducNat, et on sait si les gens se sont présentés, s'ils nous l'ont dit, mais pas s'ils ne nous l'ont pas dit. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on sait exactement le nombre de gens qui l'ont eu, et nous, on met le nombre de gens qui l'ont eu sur le nombre de gens dont on sait qu'ils l'ont présenté. Donc je raconte ça au gars, il me dit « Ah bah zut, on a la même méthode de calcul, je suis désolé, donc tu as des meilleurs résultats que nous. » Il me dit « Comment vous faites ?» Alors là, c'est vrai que c'est un concurrent, donc je n'ai pas trop envie de le raconter non plus, mais en fait, il y a 3 trucs. C'est vrai que, pour le coup, on dépense beaucoup d'argent pour fabriquer les formations, les contenus, l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire dans quel ordre les contenus sont proposés aux gens. Et j'espère que ceux qui ont déjà passé un CAP avec nous le confirmeront. Objectivement, on essaye d'emmener les gens dans une belle histoire de formation. Et puis l'accompagnement. On a des tonnes de coachs et d'experts métiers qui sont là pour répondre à toutes les questions, pour encourager les gens à passer l'examen. C'est pour ça que nous, on avait 2600 candidats au CAP cette année, quand les autres en ont vraiment beaucoup moins. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens se forment pour se certifier et ensuite s'insérer. Donc voilà, c'est beaucoup de passion, mais aussi parce que on ne vient pas du monde de la formation, on vient du monde de la cuisine, on vient du monde de l'artisanat. On sait combien c'est important. Tout à l'heure, tu parlais de ta sauce au poivre. On sait combien c'est important que tous les jours, la sauce au poivre soit parfaite. En fait, en cuisine, il y a évidemment beaucoup de talent et de créativité, mais ça, c'est réservé aux chefs. Le reste, après, c'est de la répétition, de la régularité et de la qualité. Et donc, on applique ça dans nos formations, quel que soit le métier, pour être certain que les gens qui vont sortir de nos CAP, ils ne seront pas capables de créer les recettes de CIL. Jamais, pas un. Enfin, pas tout de suite. En revanche, si le chef leur dit « fais-moi une brunoise », si le chef dit « fais-moi une mayo », si le chef dit « fais-moi une pâte à choux », là, ils sont capables de la faire. Et toujours avec une qualité régulière. Alors, c'est probablement pour ça qu'on marche mieux. Après, voilà, peut-être qu'on a du bol aussi. Merci beaucoup. Maintenant, une question commune. Donc, vous avez devant vous des étudiants d'école de commerce et d'HEC, si on ne l'avait pas assez dit. Et pour beaucoup, il y en a beaucoup qui sont très intéressés, voire passionnés par la cuisine. C'est une vraie passion. Et par le monde de la restauration et de la gastronomie. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous leur conseillerez de faire de cette passion? Est-ce que ce serait plutôt de rentrer dans le rang et de faire de la finance et du conseil comme ce qu'on devrait faire à HEC? Ou bien est-ce qu'il faudrait qu'ils poursuivent dans cette voie, poursuivre leur passion? Et si oui, comment? Moi, je suis désolé, j'ai pas de conseil. J'ai pas de conseil parce que je sais pas de quoi... De ce que vous voulez faire, en fait. Donc, moi, Est-ce que vous les invitez à travailler chez vous? Je peux vous voulez venir travailler avec moi, c'est parfait, ouais. J'ai besoin de têtes bien faites, intelligentes, qui vont nous permettre d'avancer. Mais non, j'ai pas de conseil, parce qu'il faut prendre sujet après sujet. C'est quoi le débat? Et de quoi on parle? Les métiers de restauration et de bouche, c'est du terrain. Alors bien sûr, il y a tout le travail derrière. Il faut me parler de projet. Moi, je suis concret. Moi, je n'ai pas fait HEC. Donc, tu vois, moi j'ai un CAP de cuisinier et de pâtissier. Moi, je suis concret. Comment parler de business? Je suis capable de gérer des business, de comprendre la direction, de comprendre ce que les gens veulent, où il faut se positionner, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il me faut un cahier des charges. Mais ça, je peux venir donner des cours. Hein. Il me faut un cahier des charges. Je suis en train de développer une marque de glace. Ça, c'est un bon cas d'école. Voilà, il y a un Morino qui a des boutiques partout. Moi, je démarre from scratch et je vais essayer de m'en sortir. Donc, s'il y a des bons élèves qui veulent venir participer à cette... Tu vas recevoir un paquet de CV, je vais te dire.
à ce grand développement du grand entreprise. Non, mais je rigole, mais je sais pas, j'ai pas de conseils bien précis parce que vraiment, je sais pas de quoi on parle. Non, mais ce qui est sûr, Voilà, c'est qu'il y en a plein parmi vous qui deviendra entrepreneurs et que entrepreneur, il y a tous les types de métiers possibles et imaginables. Ce que je peux vous dire, c'est que alors, le partenariat qu'on a lancé avec HEC, c'était en 2018. Et il y avait une jeune étudiante qui était en première année à l'époque et qui avait passé son CAP et qui m'appelle en me disant, voilà, j'ai passé mon CAP pendant que j'étais en L3 à HEC. Et j'ai pas mal de copains qui voudraient le passer, mais ils trouvent ça un peu cher. Vous ne voulez pas faire un tarif étudiant? Alors, je dis, moi, je veux bien faire un tarif étudiant, mais dans ce cas-là, je voudrais du volume, quoi, parce que je ne veux pas baisser mes tarifs sans avoir du volume. Alors, Ça, je sais ça. Oh, ouais, toi aussi, tu nous as raconté ton histoire d'ourson. d'école. Dis donc, l'histoire d'ourson, tu la raconteras, c'était pas mauvais non plus. Hein. Et donc, on est allé voir avec la dite Alix, on est allé voir Éloïc Perrache. Il n'est pas là, Éloïc, il m'a dit qu'il passerait peut-être. On est allé voir Éloïc pour lui dire, voilà, on voudrait faire un double diplôme, HEC, CAP de cuisine. Alors, je pensais qu'il allait éclater de rire en disant, ouais, super bonne idée, très bien, merci, au revoir. Et en fait, il dit, oui, ouais, ok, banco, tout de suite. Bon, et je lui dis, mais attention, on n'est pas ni l'X, ni l'ENA, ni quoi que ce soit, on veut faire passer un CAP de cuisine. Il me dit, mais attends, il y a de plus en plus d'étudiants qui ont envie d'avoir un métier concret. Maintenant, pour avoir monté une boîte dans l'artisanat, il faut quand même connaître le métier, quoi. Ils ne vont pas tous être consultants, ils ne vont pas tous être banquiers. Donc, je suis sûr que ça va fonctionner. Et dès la première année, on a eu une trentaine d'HEC qui ont passé un CAP avec nous. Et on en est, je ne sais pas combien, 150 ou un truc comme ça. Donc, vraiment, faites-vous plaisir. En tout cas, de toute façon, vous avez la vie devant vous. Oui, bien sûr, il y a toutes les carrières de finance de consultants qui sont devant vous. Il y a les carrières dans l'IA qui vont être absolument incroyables. Maintenant, dans nos métiers, Cyril l'a dit et répété, c'est des métiers de contact, de passion. On voit nos clients les yeux dans les yeux. On travaille pour eux les yeux dans les yeux. Je vous assure, voilà, c'est un plaisir qu'on n'a nulle part ailleurs. Et quand je vois le nombre de gens qui s'emmerdaient à 100 sous de l'heure devant leur ordi dans des métiers, dans des boring jobs, et qui maintenant ont fait une reconversion, quel que soit le métier, pas que dans la cuisine. Évidemment, dans la cuisine, ça me touche encore plus. Mais tous ceux qui se sont reconvertis, il y avait une jeune femme qui est devenue fleuriste, elle me disait, mais ça y est, je fais enfin ce que j'aime. On ne va pas attendre 70 balais pour faire ce qu'on aime, quoi. Allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et choisissez des métiers que vous aimez. Et comme vous avez globalement la tête bien faite et un beau bagage, de toute façon, vous pourrez faire des choses fantastiques. Rejoignez-moi. Non, mais moi, je veux bien répondre à des questions si... Mais alors, on va passer... Ah, voilà, c'est ça. On va passer Non, bientôt. parce que là, ce sera plus concret. Parce Oui. que... On a juste une petite tradition à HEC Débat, c'est les questions courtes. Donc, on vous demande de répondre du tac au tac. Et Allez, vas-y. Allez, sorti. Je suis chaud, là. Quel est votre plat préféré? Aligot saucisse. Lièvre à la royale. Qui est votre Lièvre à la modèle? royale. Qui est votre modèle ou votre source d'inspiration? Cyril Lignac. J'en ai plein, je sais pas. Alors moi, on est dans j'en ai l'amphi plein. Pierre Bellon. Et je peux vous dire que quand j'ai intégré ici, la réunion d'intégration, c'était dans l'ex-amphi Blondeau. Et on nous a annoncé que c'était Pierre Bellon qui était notre parrain de promo. Et Pierre Bellon, je ne sais pas si... J'étais un peu surpris tout à l'heure que plein de gens ne le connaissent pas. Donc c'était le fondateur de Sodexo, qui est un vieil HEC, mais fondateur de Sodexo. Et Pierre Bellon, pour moi, en fait, quand je suis arrivé ici, alors que je voulais faire une école hôtelière et que je me retrouvais ici, je me suis dit, le fait que notre parrain de promo, ce soit le fondateur du plus grand restaurateur du monde, eh ben, ça m'a fait un coup. Donc Pierre Bellon a toujours été un exemple. En plus, c'était un homme extraordinaire à la fois avec de vision stratégique et il aimait les hommes parce que dans son métier, il fallait aimer les gens. Pas du tout. Mais si demain vous devenez président d'un grand groupe, vous m'appelez, hein, je serai encore là. Alors, quelque chose que vous n'aimez pas du monde de la cuisine. Du monde du métier, je sais pas, peut-être ça peut être un restaurant, ça, si vous voulez. Moi, j'aime pas. On parlait tout à l'heure de l'influence des réseaux sociaux. Le gars ou la fille qui va vivre une expérience et qui va torpiller sur les réseaux sociaux parce que son expérience n'a pas été bonne, je peux le comprendre, mais la mauvaise note sur Google pour mettre une mauvaise note, je trouve ça vraiment d'une mesquinerie sans nom. On peut avoir des ratés, hein. Évidemment qu'il peut y avoir des expériences qui sont moins bonnes, mais le gars qui balance un 1 sur 5 en disant que vraiment c'était naze, l'arc.
pour rebondir, c'est un métier qui est tellement difficile parce que ça demande de l'attention de tous les jours, du quotidien, et qu'on n'est pas tout seul. Et que c'est une grande machine, tout le monde travaille, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, tout le monde est là tous les jours à faire. Et c'est vrai que parfois je trouve que les sentences sont assez dures sur des discussions, sur des discours, sur des débats. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile. On a un métier qui est vraiment, vraiment compliqué parce que c'est de l'artisanat et que l'erreur, elle est forcément au coin de chaque chose. Ça peut arriver, quoi. Et donc, il faut qu'on vive avec ça. Et je trouve parfois que les critiques sont quand même parfois assez dures, sans se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière et de toute l'émotion que tout le monde fait et met dedans. Et donc, parfois, il faut quand même avaler la couleuvre, quoi. Merci. Quel est votre restaurant préféré? Ça peut être le vôtre. Oh non, je ne sais pas jusqu'à là, mais... non, mais j'en ai plein. Chez Jean-François Piège, l'ami Louis. Ouais. Non, mais moi, j'aime un peu tout. J'aime un peu le gastro, j'aime un peu la cuisine de bistrot. J'ai plein de restaurants que j'adore. Ma dernière découverte, c'est l'auberge de Montmain à Talloires. Absolument sublime. Mes beaux-parents habitent en dessous, c'est pour ça que j'y suis allé. Putain. Qu'est-ce qui compte le plus pour un plat ou une pâtisserie? Le goût ou le visuel? Le goût. Non, moi, c'est le goût. Non, mais alors, j'ai envie de dire les deux, mais aujourd'hui, dans la question, ça laisse toujours présager le visuel, c'est très beau. Et donc, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là, mais il y a des fois, c'est souvent très beau et puis ça manque d'émotion. Et je trouve qu'à cause des réseaux sociaux, pour revenir là-dessus, il y a un mot qui est très fort que disait Philippe Conticini ou d'autres chefs, ou même en cuisine, c'est l'émotion qu'on met dans ce que l'on fait. Et le produit que l'on met, et pas forcément que le visuel, parce que du coup, c'est très beau, mais ça manque un peu de goût, ça manque un peu d'émotion, ça peut manquer de plein de choses, quoi. C'est ça qui est parfois difficile. Moi, j'ai une dernière question pour vous, surtout Monsieur Lignac. Qui va remplacer Mercotte au meilleur pâtissier? Ça, c'est un vrai sujet. On ne le sait pas encore. Je ne le sais pas. On a des réunions. Là, on est en train de réfléchir à la nouvelle constitution, comment on va refaire ce programme. Mais ouais, c'est un vrai sujet. Pour l'instant, on n'a pas répondu à la question. On retourne qu'au mois de fin avril de l'année prochaine. Donc, on est dans le pipeline. On fait des castings. On regarde comment on peut faire. Mais on n'a pas l'intention de la remplacer. On va remodeler tout le programme. Ouais, on va remodeler. On ne va pas chercher quelqu'un qui remplace. On va retravailler sur d'autres choses. Très belle conclusion. Alors, on va passer aux les questions. C'est ça qui est bon, un peu comme ça, renvoie. Donc, on va passer des micros dans la salle. Donc, si vous avez une question, vous levez la main et on arrive. Voilà. Parfait, merci. Ouais, c'est bon, oui, sûr. Merci beaucoup déjà pour cette conférence. Moi, j'ai une question pour vous, Monsieur Lignac. Vous dites que sur la question de Romane, que c'est bien de déléguer et qu'il faut faire confiance quand vous avez plusieurs restaurants, parce que c'est évidemment pas possible d'être toujours présent. Mais est-ce qu'on n'a pas ce manque du fait de la passion de la cuisine qui était d'être dans le feu, d'être toujours dans l'action, et que quand on vient et qu'en fait on donne la confiance au chef, mais en fait on participe beaucoup moins à la vie de la cuisine, surtout quand on a 8 restaurants et que du coup on connaît peut-être moins personnellement ses propres équipes. Est-ce que justement vous, ça vous manque pas personnellement ce feu de l'action? Alors, en fait, ça fait partie de l'évolution. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au début, quand tu commences, tu apprends à cuire de la viande, tu apprends à faire un steak. Puis après, j'ai travaillé dans les cuisines, grandi, fait, passé par tous les postes. Et puis ensuite, tu deviens ton propre chef. Donc, tu crées tes plats. Mais moi, aujourd'hui, je crée aussi des lieux. C'est-à-dire que quand je décide de faire le bar des Prés, qu'on est en train de développer dans le monde, je choisis un designer, je choisis comment on mange, je choisis la vaisselle, je choisis la lumière, je choisis le design, je choisis le menu, je choisis la cuisine, je choisis le tempo, je choisis la musique, je regarde un peu tout ça. Donc, du départ de mon métier, quand j'avais 17 ans, à aujourd'hui, le métier que je fais,
j'ai envie d'autre chose. Maintenant, je ne dis pas que ça ne m'arrive pas de me mettre au pass et de faire le service avec les équipes et de rigoler et d'être de l'autre côté et de goûter et de me mettre, pas plus tard qu'il y a une semaine, de dire attention, la purée, ça ne va pas, attention, tu n'as pas goûté, pourquoi tu n'as pas goûté, pourquoi... Donc, je ne dis pas que je ne suis pas là. Je dis que je ne suis pas là tous les soirs parce que je ne peux pas être sur tous les sujets au même moment. Mais ce qui est génial, c'est la création. Et c'est pas parce que je suis à la création que je connais pas mes équipes, que je discute pas avec eux, que je mange pas au repas du perso, que je les écoute pas, qu'on partage pas quand c'est la galette des rois avec tous les pâtissiers, tous les directeurs de boutique. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, comme je dis, j'ai pas de bureau. Donc je suis pas dans mon bureau comme un patron à avoir des dossiers, à recevoir des gens, alors expliquez-moi vos problèmes, qu'est-ce qui se passe, comment on gère. Ce qu'on vous apprend, vous. Non, mais je déconne. Mais moi, je suis avec mon Vespa et je passe de restaurant en restaurant. Et j'ai des réunions, je goûte. Je peux parler de... La dernière fois, j'arrive, on parlait de caviar pour le jour de l'an. Et puis en même temps, on va parler d'un nouveau projet à Abu Dhabi où il y a tout à faire. Là, on est en train de développer une marque d'hôtel avec Trigano qui avait fait... Mama Shelter et qui ont revendu et maintenant ils lancent une nouvelle marque avec Stark, Trigano et moi qui s'appelle Oh Baby. On est en train de créer un restaurant, on est en train de revoir les designs et on va lancer cette chaîne d'hôtels. Donc en même temps d'un coup je peux être à la télé, je peux faire la cuisine quand je suis en direct dans Tous en cuisine, personne ne fait à ma place et je le fais moi. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ça dépend comment toi tu décides de diriger ta boîte. Si tu décides de diriger ta boîte dans un bureau en costume, c'est ton choix. Là, je suis repassé chez moi, j'ai mis un costume pour venir vous voir quand même. Mais tout à l'heure, avant vous, aujourd'hui, j'avais d'autres choses, mais j'étais à l'hôpital Necker et j'étais en jean, en basket, avec un t-shirt. Et donc, je peux être là, dans le 11e, à Saint-Ouen, dans mon atelier. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, ce que j'aime dans ma vie d'aujourd'hui, c'est que je bosse sur plein de sujets. On a décidé, parce que le midi, aujourd'hui c'est un peu plus délicat à Saint-Germain, parce qu'il y a moins de bureaux, donc de faire une bento. Bon, mais on a travaillé sur la bento, j'ai goûté tous les plats, on a travaillé avec God, ma chef. Ça va, ça va pas, je veux comme ci, je veux comme ça, ça me plaît pas, comment on peut le faire, comment on peut changer. On le fait ensemble. Après, l'exécution, une fois que c'est lancé, c'est fait par mon chef. Et c'est bien pour lui, parce qu'il est valorisé, il a un salaire de chef. Si c'est moi qui fais le job à sa place, il a le salaire d'un sous-chef. Là, il a un bon salaire d'un chef de restaurant, il est content. On débat ensemble de la qualité du poisson, les arrivages, tout le reste. Donc, c'est un peu plus à 360. Mais ça ne veut pas dire que je base les choses, que je ne mets plus les mains dans le cambouis. Tu vois, et que je ne sais pas d'où viennent les produits et qu'est-ce qu'on choisit et pourquoi. On a ces discussions-là, quoi. C'est important pour moi d'être connecté à ça. Sinon, si je perds le fil, en effet, je suis un chef d'entreprise et c'est pas ce que j'ai envie. Je le suis, de facto, on en parlait tout à l'heure dans le couloir, de gérer les comptes, de gérer les appros, etc. Mais je suis cuisinier et pâtissier et je le reste, quoi. Et c'est ça qui m'excite. Bonjour, merci Monsieur Lignac et merci à tous. J'aurais une question pour vous. Salut. Tu croyais partir? Comment vous faites aujourd'hui pour créer des lieux et des plats qui ne sont pas des trends, pas une case cochée, mais qui permettent aux gens de revenir, qui donnent aux gens l'envie de revenir et d'essayer de découvrir autre chose? Alors moi, je pense que déjà, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Et vous réfléchissez certainement sur des business de développement très marketés, etc. Moi, nous, on ne fait pas de market. Moi, je travaille qu'avec mon émotion et les plats que j'aime manger et ce que je ressens. Et ce que je pense qui est bien et la direction que j'ai envie de donner au restaurant. Donc, le client, il a envie de revenir parce que... Et aujourd'hui, c'est aussi difficile ce que je vais dire, mais il y a plein de bons restaurants vides et il y a plein de mauvais restaurants pleins. Parce qu'aujourd'hui, on ne consomme pas le restaurant de la même manière et on consomme pas, on va dans des restaurants pour des choses totalement différentes. Et donc, ça dépend de ce que l'on recherche
Et la vie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a des pianos dans les restaurants. On mange moyennement bien, mais on s'en fout parce que finalement, on ne va pas en boîte parce qu'on va faire la fête. Et donc, le restaurant, il marche et c'est cher. Et les ratios sont super. Et donc, le business est bon aussi. Donc, il n'y a pas de modèle bon de restaurant. Il y a chaque client qui vient dans un restaurant parce qu'il vient chercher quelque chose. Et ça, c'est universel. Donc, qu'est-ce qui fait que le client il va revenir? C'est que c'est bon. Qu'il se sent bien, qu'il est bien accueilli et que ça lui correspond en fait. Moi, il y a des restaurants qui ne me plaisent pas et qui cartonnent. Et tant mieux parce que ça plaît à une certaine clientèle qui n'est pas forcément pour moi. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans le business de la restauration. Et on le voit dans ce que j'appelle chaînes de restaurants avec les Big Mama, toutes les choses très marketées qui sont très réfléchies et qui cartonnent. Et bravo. Moi, il n'y a pas les mêmes plats dans mes restaurants, c'est des restaurants totalement différents. Alors, ça complique un peu plus le business, ça complique un peu plus la rentabilité, ça complique un peu plus. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire parce que c'est comme ça que je me sens bien, quoi. Mais ça marche aussi dans d'autres cas. Bonsoir. Dans un monde où les restaurants évoluent constamment, il y a toujours des nouveaux concepts, il y a des nouveaux restos qui naissent tous les jours, des nouvelles expériences clients qui se démultiplient. Comment est-ce qu'on se démarque? Comment est-ce qu'on vit plus de 2 ans et qu'on reste sur le terrain? Putain, c'est une bonne question. C'est notre quotidien, sincèrement. Et là, pour être largement honnête avec vous, la pâtisserie, elle a 12 ans. Et là, j'ai dit... alors, aujourd'hui, on prend de plein fouet la crise. Donc, l'augmentation conséquente du prix du chocolat, de la crème, des œufs, du beurre, tout a explosé. On a vécu l'âge d'or de la pâtisserie où il y avait, où vraiment ça dégueulait de monde, il y avait la queue, c'était super, etc. Du coup, il y a des têtes bien pensantes et bien intelligentes qui ont décidé, le business il est bon, donc on va s'y glisser, comme à chaque fois. Donc ça c'est dur pour nous qui ne sommes pas des têtes pensantes, mais qui sont plutôt des gens, des acteurs du système. Et donc il faut se renouveler. Et alors moi je dis toujours une chose, c'est que nous on n'est pas de passage, on n'est pas là pour faire de l'EBITDA, on n'est pas là pour revendre au bout de 5 ans. Donc ça marche pour certains, tant mieux pour eux, de faire des business rapides, instantanés, qui marchent au moment, très instagrammables, c'est super, on y va, on développe, on prend un fonds, on y va à fond et après on voit. Moi, je ne sais pas faire ça. Y en a qui le font et qui font très bien, puisqu'il y a des ventes de business qui sont très bonnes, très lucratives, et ça marche très bien, parce que c'est bien pensé. Et moi, je m'inscris dans le temps. Donc, comment je fais pour être sur la longueur? Je me dis que, je veux faire ce que les gens ils ont envie de manger, de m'intégrer dans le quotidien, de surtout pas être à la mode, et de rester dans la tradition, en essayant d'être dans la modernité. C'est-à-dire pas le croissant fourré à la crème chantilly, à la crème pâtissière, c'est la mode, tout le monde le fait, on en met dessus, on en met dessous, c'est super, ça cartonne en ce moment. Quid dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 5 ans? Moi, j'en sais rien. Par contre, moi, je fais mon pain dans la tradition à un bon prix et je sais que les gens, ils s'achèteront toujours des croissants et des pains au chocolat. Sauf que quand je pense que la modernité avance trop vite, je reprends ma base, je goûte tout ce que tout le monde fait et je me dis attention, il ne faut pas se laisser dépasser par la machine. Moi, on a eu toute une période où ça faisait depuis de 2004 à 2012-13 où on disait aux gens il faut cuisiner chez vous, c'est hyper important, c'est sympa et tout. Et puis il y a eu toute la vague des frichtis et de toutes les livraisons qui se sont lancées. Et vous ne pouvez pas imaginer comme moi j'ai mal vécu de voir ces gens qui arrivaient, et pourtant il y en avait plein qui venaient d'ici, qui arrivaient avec des belles marques, avec des business models sur lesquels ils levaient et ils dépensaient des fortunes, en faisant de la pub, en disant ça ne sert à rien de cuisiner, commandez chez Frichti. Et je me suis dit, c'est une concurrence que je ne maîtrise pas, celle-là, et ils vont nous tuer. Bon, quelques années plus tard, eux, ils ne sont plus là, et nous, on est encore là. Et ça, c'est parce qu'en effet, on a une marque, on a une histoire, on a une cohérence, on a une verticalité que les autres n'ont pas. Et ceux qui veulent uniquement lancer un business pour faire du chiffre, de l'EBITDA et une revente, il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont cartonner, qui vont s'enrichir. Ils ne vont pas enrichir tout le monde. Généralement, ils vont s'enrichir eux-mêmes, mais pas tout le monde.
Et en tout cas, ils ne construisent pas une histoire de longue durée. Après, l'histoire de longue durée, effectivement, il faut se renouveler, il faut se réinventer, il faut inventer des nouvelles choses. Et quand on était vraiment dans le dur sur les cours, on a lancé la formation. Voilà, on tente des trucs, puis je ne vous parle pas de tous les trucs qu'on a tentés et qu'on a plantés. Hein. Mais au moins, voilà, on s'inscrit dans la durée. Ça, c'est important. Moi, je trouve que la vie, elle est quand même bien faite. Parce que, en effet, il y a deux écoles de business. Il y a, je pars d'un principe et je veux développer un truc. N'ayons pas peur des mots, parce qu'on est là pour gagner de l'argent, mais pour faire de l'argent. Et donc, à ce moment-là, on prend un système bien marketé, on y va, et ça marche. Et tant mieux pour certains, ça cartonne, ça se revend et ça dure. Et puis pour d'autres, moins. Mais pour passer plus de 2 ans, je pense que aujourd'hui, on parlait d'Instagram, mais moi, ce que je ressens, c'est que les clients, ils ont quand même une vision de sécuritaire et d'innovation. C'est-à-dire, je suis consommateur et je me dis, ah putain, c'est la mode du croissant à la crème ou des beignets ou de je sais pas quoi. Donc, je vais y aller parce que je veux en être. Et tant mieux, ça fait fonctionner le business. La question, c'est est-ce que je vais y revenir? Est-ce que je vais m'en lasser ou pas? Et est-ce que je reviens à mes fondamentaux? Toujours, parce qu'il y a les fondamentaux. Et on le voit dans le business du luxe, parce que moi, je n'ai pas fait HEC, hein, à mon grand désespoir. J'aurais bien aimé. Mais quand on regarde le luxe, on regarde les marques de mode et on regarde Hermès, les gens, ils vont dans des valeurs refuges où ils sont sûrs qu'ils ne se trompent pas. Et moi, quand c'est Noël, je le remarque, les bûches de Noël, les gens, ils consomment le gâteau avant de choisir la bûche, parce qu'ils ne veulent pas être déçus. Donc, les marques qui les rassurent, ils y reviennent toujours. Mais par contre, ils sont contents d'aller goûter la nouveauté. Et ça, dans mon business, ça me fait mal, mais je ne pourrai jamais lutter contre ça. Par contre, mon but, c'est de garder mon cap et d'essayer d'être créatif, de les amener. Et souvent, on me dit toujours, ah mais vos gâteaux, ils ne changent jamais. Mais dès que je fais un nouveau gâteau, vous avez, alors on a le gâteau, ouais, super. Non, mais je vais prendre l'Equinox. Et putain, tu me dis de faire des gâteaux. Tout le monde me dit, les clients, ils veulent des éclairs au café. Je fais des éclairs au café, et personne n'en veut. Mais vous m'avez dit que vous voulez des éclairs au café. Et ça, il y a quand même ce truc de business qui est là. Mais on ne peut pas lutter contre ce putain de croissant à la crème. Et tu fais du Dubaï chocolate ou pas? Non, moi, j'ai pas fait ça. Non, mais j'ai pas fait ça parce que, en plus, je me suis dit, putain, ils vont me faire exploser le coût de la pistache. Et ils l'ont fait. Mais c'est pareil, c'est un coup de market. Alors ça a marché, tout le monde s'est jeté là-dedans. Moi, je ne l'ai pas fait. Merci, messieurs, pour cette conférence. Je voulais vous demander, alors c'est une question très technique, hein, celui-ci. Alors sur le campus, la consommation de pâtes est extrêmement élevée, même s'il y a une variation entre pesto vert et pesto rouge en accompagnement. Et je voulais vous demander, vous, en tant qu'étudiant, quel serait votre plat un peu classique pour changer des pâtes? Alors, le riz? Non mais je déconne. De toute manière, les pâtes, le riz, les légumineuses, c'est des super produits. Déjà, parce que c'est pas très cher. Et 2, parce qu'on peut en faire ce qu'on veut. Alors quand je déconne avec le riz, mais tu prends du riz que tu cuis dans de l'eau, tu le mets dans une poêle avec un peu de sauce Gnocchi, du gingembre, des crevettes ou du poulet, tu le fais sauter avec un peu d'huile de sésame, c'est 3 fois rien, ça a du goût, c'est hyper bon. Les pâtes, c'est magique parce que on peut tout faire avec des pâtes. On peut faire une bolo, on peut faire une carbo, on peut se faire son pesto soi-même, on peut faire plein de choses avec des pâtes, des lasagnes, on peut l'accompagner, pas l'accompagner, du poisson, pas du poisson. Et après, il y a toutes les légumineuses qui, à mon sens, sont bien oubliées. Le quinoa, les lentilles, tous ces produits-là, qui sont pas chers et qu'on peut cuisiner, quoi. Donc voilà. Et après, même en étant étudiant, on peut quand même s'acheter, comme j'en parlais tout à l'heure, parce que je disais aujourd'hui, les petits gâteaux, on a été obligé de les augmenter parce que y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de main-d'œuvre, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de minutie, parce que tout le monde a upgradé à cause d'Instagram. À qui allait en mettre le plus. Sauf qu'après, toi, derrière, tu es obligé de faire des gâteaux de plus en plus. Mais aujourd'hui, tu vas à la terrasse d'un café, tu prends un coca, il fait pchit, ça vaut 8 euros, 9 euros, 10 balles ton coca. Ou voilà. Donc, moi, donne-moi 10 balles et je vais te faire à manger. Et bon, et ça va être sympa.
Il faut aller à l'atelier des chefs. Faut apprendre chez le... Non mais déjà c'est marrant parce que tu parlais de pesto vert, pesto rouge, comme le disait Cyril, fais ton pistou toi-même, le rouge ou le vert, et tu vas voir déjà ça change tout. Mais les pâtes c'est une super base. Mais ouais, c'est super. Tu peux faire des recettes végétariennes, Moi je peux manger tu peux faire tous des les recettes jours. avec des protéines. Honnêtement, c'est pas grave de manger des pâtes tous les jours, Tous du les moment jours, que tu je peux changes la manger. recette tous les jours. Ah, j'adore ça. Des pâtes, du riz, des œufs, 2-3 sauces. Ce qu'il faut c'est qu'il y ait du goût. Faut qu'il y ait du goût. Donc faut avoir des épices. Et faut pour avoir pas des que ce soit trucs qui donnent du chiant goût. en fait. Voilà. Mais une fois que tu as du goût et que tu mets sur toutes les bases, fais-toi plaisir. De l'huile de sésame dans le placard, de la sauce soja, de la sauce poisson, la gnocchman, de la savora, un peu de moutarde, un peu de miel pour faire des vinaigrettes. Et puis de la cive pour faire des Et petites à tout moment, de je la déco. deviens étudiant, je vais dormir là-bas. Donc vous avez tous les deux exporté votre business à un moment à l'étranger. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez choisi les destinations dans lesquelles vous êtes exporté et les difficultés aussi d'être un peu à l'international avec un concept quand même assez franco-français? Je pense que toi, tu as réussi. On a ouvert à Bruxelles, donc on avait ouvert à Paris en 2004, le premier. On a ouvert à Bruxelles en 2007, à Londres en 2008, à Dubaï en 2009. Bruxelles, pourquoi on a choisi Bruxelles? Parce qu'en fait, un gars nous avait contacté en nous disant qu'il voulait ouvrir une franchise. On a fait tout le dossier et puis il nous a lâché au dernier moment, donc on l'a fait nous-mêmes. Et puis on se disait, Bruxelles, ça va être facile parce que c'est francophone, c'est tout près, etc. Énorme connerie. En fait, c'est très compliqué, Bruxelles. C'est une ville et un pays très compliqué, ne serait-ce que déjà parce qu'il y a 2 langues. Mais bref, dans la foulée de Bruxelles, on a ouvert Londres, où là, l'idée, c'était d'ouvrir à Londres pour avoir après une porte ouverte vers tout le monde anglo-saxon. Et on a ouvert Dubaï, parce que j'avais vécu à Dubaï pendant 3 ans à l'époque où je bossais pour Nestlé. J'avais gagné un concours de cuisine là-bas. C'était quand même un peu mon fil rouge. Et donc, je me suis retrouvé à ouvrir un atelier à Dubaï. Là-dessus, la crise des subprimes arrive. Et donc, il a fallu très vite réagir. Dubaï, ça coûtait rien, parce que c'était dans un hôtel, donc on n'avait rien à faire. Bruxelles venait tout juste d'être équilibré, mais on ne comptait pas développer. Donc, on a fermé Bruxelles, on a gardé Londres. Et ensuite, on a ouvert un deuxième atelier à Londres. Et là, ça a très bien marché pendant 12 ans ou 13 ans, enfin jusqu'au Covid. En revanche, on n'est pas allé plus loin. On est allé visiter les US et la Chine pour voir si on pouvait ouvrir là-bas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à la différence de la cuisine des grands chefs français, que tous les étrangers adorent parce que c'est la plus belle cuisine du monde, ils sont heureux d'aller s'attabler chez Cyril Lignac à Londres pour manger la cuisine de Cyril Lignac. En revanche, quand nous, on arrive pour faire des cours de cuisine, si c'est de la cuisine française, ils disent de toute façon, je ne la referai pas chez moi. Il n'y a pas un Anglais qui va faire une blanquette ou un Asiatique qui va faire une tarte au citron. Ce n'est pas dans leur culture. Si nous, on va leur apprendre à faire des wok, ils vont nous dire c'est quoi votre légitimité. Et en fait, on n'a jamais réussi à bien trouver le positionnement pour justifier notre existence. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, on s'est rapatrié sur le marché français et puis après, parti vers la formation. Mais vraiment, l'international, on n'a pas trouvé le déclic. Sachant qu'en plus, l'international, c'est toujours hyper glamour. Tu as à peine ouvert en France que tout le monde te dit « Putain, c'est génial ton truc, tu devrais ouvrir à l'étranger ». Et il faut bien voir que c'est moins simple que gérer la France, en staff, en tout. Alors, c'est très sympa parce que ça ouvre l'esprit, mais c'est pas fastoche. Moi, j'ai vraiment j'ai trouvé ça aussi dur que glamour, en tout cas. Moi, je me suis associé à un groupe international, puisque c'est un copain à moi qui est le CEO de cette boîte, qui s'appelle Dream International d'Auguste, qui sont propriétaires, actionnaires quasi propriétaires de Zuma, Koya, Amazonico. Et on a fait une JV ensemble pour la marque Bar des Prés. Et donc, on a ouvert à Londres le premier. Et donc, eux, ils sont déjà implantés à Londres. Donc, dans tout l'opérationnel, c'était plus facile. Ensuite, la communication, comme tu disais, c'est vrai que, je suis un chef français, les journalistes anglais, ils regardent, et ils voient vite que tu fais de la télé, les médias, etc. Donc, il y a la considération rapide. Et après, tu prends les dés, tu les jettes. C'est-à-dire que les Anglais, ils viennent. Moi, la chance que l'on a, c'est qu'il y a beaucoup de Français dans le monde. Et donc, quand je suis arrivé à Londres, au départ, j'avais que les clients français de Londres qui venaient manger. Et donc, j'avais soit le mec français avec une nana anglaise, soit la nana anglaise avec le mec français. Et donc, du coup, c'était mixte. Donc, du coup, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, les Anglais ont aimé. Et puis, du coup, c'est devenu une référence à Londres. Et on a démarré. Et puis ensuite, on s'est mis à Dubaï. Et Dubaï, pareil, gros marché, très compliqué. Mais c'est quand même, on m'a toujours dit dans le business à l'international maintenant, parce que je mise beaucoup sur l'international, et il me disait follow the money, quoi. Donc les gens de Londres, ils sont à Dubaï, les gens de Dubaï, ils sont à Saint-Barth, on va ouvrir dans 15 jours. Là, on est sur New York.
dans la foulée. Et donc, du coup, la marque, elle prend un essor à l'international parce que les Américaines ou Américains, ils viennent à Paris pour la Fashion Week. Du coup, ils viennent chez moi, ils me connaissent. Ils passent par Londres. Maintenant, on va être à New York. Donc, voilà, ça se fait comme ça. Pour la pâtisserie, on va ouvrir à Tokyo, à Isetan. Pareil avec un groupe japonais pour qu'ils me fabriquent sur place, que je puisse travailler avec eux. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand on veut développer à l'international, il faut être entouré. Moi, je ne serais jamais parti tout seul à Londres. Tous les chefs qui sont partis à Londres, français, tout seuls, en propre, ils sont revenus une main devant, une main derrière. C'est trop compliqué. Il faut avoir une base de données là-bas, avec une équipe technique qui connaît les lois, le marché, ce qu'ils aiment, etc. Et il faut se glisser tout de même un petit peu dans le marché. Voilà. Moi, je trouve ça nul de faire la galette des rois début janvier, alors que bon, c'est un bar des prés. On fait plutôt de la cuisine japonaise avec un peu de touche un peu française, un peu dedans. Bon, je trouve ça con de mettre une part de galette comme ça qui arrive de nulle part parce que nous, on est français et ça n'a pas de... Mais bon, ils adorent les Anglais. Donc voilà, j'essaie de me faire un peu à l'anglo-saxonne. Je me glisse un peu dedans, quoi. Par exemple, à Dubaï, dans le concept du bar des prés, il n'y a pas de burger. Mais un jour, il y a un Dubaïote qui me dit « Ah là là, j'adore le burger au pré à côté, on ne peut pas l'avoir. » Bon, je l'ai mis, on ne vend que ça. Donc ils viennent, ils mangent le burger avec des sushis, avec des trucs. Donc il faut s'adapter au marché. Ça, c'est vachement important. Par exemple, à Dubaï, je fais des desserts pour un, qui sont gros comme ça. Des pavlova où en France, tu manges à 4. Là-bas, tu poses au milieu de la table, ils partagent. Il faut aussi se mettre sur le marché. Il ne faut pas arriver en disant « Moi, je suis français, c'est comme ça, et puis tu m'aimes ou tu m'aimes pas ». Il faut quand même s'impliquer dans le marché. Il faut quand même comprendre ce qu'ils veulent. Et pour moi, il faut un partenaire qui est capable d'être fort localement. Ce qui est le cas à Dubaï avec Dream International, puisqu'ils ont Zuma aussi qui cartonne. Et donc, on est dans ce game-là, quoi. Voilà. Tu vois, pour Cyril évoquait Big Mama tout à l'heure. Les fondateurs de Big Mama, chaque fois qu'ils sont allés dans un pays, l'un des deux est allé s'installer dans le pays pour sentir justement tout ce qu'il fallait garder du concept, mais tout ce autour de quoi il fallait broder un peu pour s'adapter au pays. Que ce soit à Madrid, à Londres, maintenant aux États-Unis. À chaque fois, ils ont envoyé un des fondateurs. Et ça, c'est hyper important. Mais moi, je pense que si tu veux un développement rapide, hein, il faut un acteur avec toi. Moi, je dis toujours, quitte à laisser des parts, on est associés, on partage les parts. C'est pas le propos. Mais au moins, je sais que le business, il est bien géré et que quand je suis là, à Londres, il y a des gens de chez eux qui managent. Pour trouver les endroits, on a les meilleurs emplacements. Là, le bar des prix, il est au 51e étage de ACD Brookfield. Je ne l'aurais jamais eu tout seul. Je l'ai parce que je suis avec Dream International et qu'ils ont Zuma, qui travaille avec Dubai Holding. Et que là, on est en train de travailler avec Jumeirah de Dubai Holding pour mettre une pâtisserie à Londres. Et donc après, le fil, il part vite. Parce que voilà, mais il faut accepter. Moi, de toute manière, une fois de plus, je ne change pas mon cap. Je mise sur le long terme. Donc, voilà, on a la marque ensemble. Ils n'ont pas payé d'entrance fee de la marque. J'ai mis la marque dans la JV. Ils m'apportent leur savoir-faire. Et on est action, on partage. Et le deal est bon. Et ça va faire quelque chose de beau. Donc, on aura une dernière question, si vous voulez bien. Bonjour Monsieur Bergerot, bonjour Monsieur Lignac. Waouh, t'es sérieuse là? Oui. Tu fais peur là. Il faut dire bonjour à tout le monde. Alors, justement, c'est pour rebondir sur la question de la démarcation. Notamment, moi, je trouve qu'il y a plutôt une course à l'originalité, un peu à la surenchère des concepts un peu compliqués en pâtisserie. Donc, avec pas mal de revisites, de déstructuration. Par exemple, la tartelette au citron déstructurée, j'ai jamais compris. Pour moi, je trouve que ça dénature complètement la recette. Alors, comment, au milieu de tout ça, on arrive à garder un semblant d'authenticité dans vos créations, Monsieur Lignac, et également dans votre formation que vous proposez, Monsieur Bergerot? C'est marrant. C'est le premier, comme ça, je reste derrière. Depuis 21 ans qu'on fait des cours de cuisine, on a quand même fait face à pas mal de vagues. Il y a quand même eu la cuisine moléculaire. Vous n'avez pas connu ça, la cuisine moléculaire, mais c'était quand même un truc qui était genre totalement improbable. Alors, on a attaqué avec les verrines, puis la cuisine moléculaire, maintenant le vegan végétarien. Bon, c'est très bien, ça nourrit, c'est très important d'avoir de l'innovation. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que finalement, les cours qu'on remplit le plus, nous, c'est les cours de cuisine de tous les jours, un peu comme ce qu'on évoquait, hein, des bonnes recettes de pâtes, des bonnes recettes de légumes, des bonnes recettes de légumineuses, parce que les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent.
Et en fait, la tradition reste. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que, déstructurer une tarte au citron, c'est complètement con. Il faut inventer un nouveau dessert avec un très bon goût de citron, de meringue et de pâte, mais tarte au citron déstructurée, je ne comprends pas. Et je ne comprends pas non plus la vague qui vise à faire, avec la cuisine végétarienne et végane, des copies de l'existant. Soyons créatifs, inventons une cuisine végétarienne pleine de saveurs et différentes, mais on ne va pas faire des carbos végétariennes, des bolognaises végétariennes, je sais pas quoi. Ce sera forcément un poil déceptif, et je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. C'est une très bonne question parce que je nage en ce moment là-dedans. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis confronté à l'arrivée des nouveaux pâtissiers. C'est-à-dire que quand on a monté la pâtisserie il y a 12 ans ou 13 ans, il y avait Pierre Hermé, Philippe Conticini, Christophe Michalak et nous. Et il n'y avait pas tout ça. Et aujourd'hui, il y a Maxime Frédéric qui a ouvert sa pâtisserie, Yann Couvreur qui était dans un palace qui a ouvert sa pâtisserie, et j'en passe, et les sous-chefs de Maxime Frédéric qui ouvrent des pâtisseries, et donc il y a des pâtisseries à tous les coins de rue. Et on n'est pas tous égaux là-dessus. Le problème d'ailleurs, c'est que les gens font un amalgame de tout, entre le prix que ça coûte, la manière dont on produit les gâteaux, et la presse aussi, quand on sort les bûches de Noël, il y a la bûche du Plaza Athénée, où ils font sortir 100 bûches, et moi je vais sortir 10 000 bûches. Et donc, comment je me mêle au milieu de tout ça, et comment j'arrive à sortir mon épingle du jeu sans déstructurer, sans mettre des gousses de vanille, sans sortir une bûche à 150 €, sans faire toutes ces choses-là. Et ça, c'est hyper difficile en fait. Et donc, on est en pleine réflexion de ça. Parce que, je prends un exemple. Quand je vois... qu'est-ce qui donne la comparaison entre Cédric qui sort un cake marbré enrobé de la cabosse de chocolat et mon cake marbré que je vends moi? Et comment je me sors de ça? Comment finalement on va axer la comparaison? Qui est mieux, qui a raison, qui n'est pas? Et on doit se mettre au milieu de tout ça. Et donc j'avoue que le marché est très désordonné. Parce que le consommateur là-dedans, comment il peut comprendre et comment il peut... dire pourquoi je vais chez Lignac, pourquoi je ne vais pas chez Maxime Frédéric, pourquoi je ne vais pas chez Yann Couvreur, et pourquoi je vais pas. Et donc, il faut que nous, on retravaille tout ça sans déstructurer, en effet, tu as raison, et en faisant une création qui peut être pérenne, pour qu'on se dise, on va produire des gâteaux et il va falloir que ce soit pérenne, et qu'on reste dans le coup et qu'on ne soit pas totalement has-been, parce que la mode, c'est de mettre tout à la poche à douille et de passer 2 heures sur le gâteau, quoi, et de le vendre 2 fois mon prix. Donc tout ça, c'est un univers qui est compliqué et on y est à fond dedans. Et moi, je pense qu'il y a un rapport qualité-prix. Et puis, il faut accepter qu'il y ait une concurrence qui est très large et c'est aux consommateurs de faire. Donc là, nous, comme on a des gâteaux qui ont quand même une certaine manière de travailler, là, on revoit les moules, on revoit la modernité, on retravaille sur les goûts. Et donc, c'est bien parce que c'est très motivant de se remettre dans le jeu et de vivre aussi toute cette explosion de la pâtisserie. Bien que je pense qu'on est à la fin de l'âge d'or de la pâtisserie et qu'on va revenir dans de la réalité, à mon sens. Et comme on disait, il y a eu, moi à l'époque, j'avais une école de cuisine, et il y avait, à l'époque de l'atelier chef, un panel d'écoles de cuisine. Et puis d'un coup, tout s'est resserré. Parce que, voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, là, c'est un peu compliqué la pâtisserie en ce moment, ouais. Vraiment. Merci infiniment, Nicolas et Cyril. Je pense qu'on peut les applaudir. Il aura fallu la dernière phrase pour que tu nous appelles Nicolas et Cyril et pas monsieur. J'ai enfin osé. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour ceux qui ont... À table.